arrêter de regarder que ces offres de finance et de conseils parce qu'on est tellement mieux dans la tech en fait. Je pense que j'ai plus travaillé pendant mon lycée que pendant mes 2 ans de prépa. Ok. Évidemment, je me suis posé des questions de est-ce que moi aussi il faut que je fasse un stage en conseil ou en finance parce que apparemment c'est ce qui paye bien. Je savais que je ne voulais pas faire de sales toute ma vie. L'expérience chez Google a été incroyable. On m'a proposé à la fin des 3 mois de stage de signer pour revenir après HEC. Et à l'époque, Sales Tech chez Google. Oui. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi pour réussir à décrocher de ce CDI? meuf, t'as fait HEC, t'as un prêt à rembourser et là t'es en train de vendre des baskets aux Galeries Lafayette. Combien on gagne du coup chez YouTube en marketing? Et moi, quand je suis rentrée, j'étais à plus de brut par an et c'était mon premier job. Ok, pas mal. Ah, j'ai vu cette offre, j'hésite à postuler, est-ce que je pense que j'ai peut-être pas trop le profil. Pourquoi tu te mettrais des barrières alors qu'en fait on va t'en mettre des barrières, hein, on va t'en mettre beaucoup, hein, mais pourquoi tu te mets la première barrière? Sur la table, je Tu pense. vas nous faire l'intro en ASMR, Ouais, Camille. Bonjour, bienvenue dans le podcast Trade. Bonne écoute. Ça, c'est parfait pour les plateformes d'audio, ça. De ouf. J'ai une voix, on m'a souvent dit que j'avais une voix de radio. Mais excuse-nous. On m'a souvent dit, un prof m'a dit ça quand j'étais en prépa, mais il me l'a répété plusieurs fois. donc, Il voulait te pécho. J'ai fini par y croire, j'espère pas. Hein. Il était vieux. Un peu. Dur. Bon. Bah, on t'attend. Ah, on m'attend. Ouais. Ah, c'est moi qui suis en charge aujourd'hui. C'est voilà. toi aujourd'hui. Bon, allez, on y va. Salut à tous les amis, c'est Boris. On se retrouve pour un nouvel épisode du Trade Talk. On est avec mon acolyte de toujours, Kemil Tahama, et notre invité du jour, que je vais présenter dans quelques instants. Alors aujourd'hui, les amis, Trade Talk très spécial. On va vous emmener dans les coulisses de plateformes, d'applications, de technologies que vous utilisez et qu'on utilise tous les jours. Ok. On va parler donc tech, marketing, médias, on va parler Google, YouTube. On est avec Camille Laurent aujourd'hui. Bonjour. Hello. C'est le bonjour le plus bizarre au monde, désolé. Oh, t'inquiète. Merci de m'accueillir. T'as C'est- fait une intro full radio aujourd'hui. Ouais, vraiment, je vais la jouer. On aime. Je me suis dit, je respecte notre invité, Magnifique. Cam-toi Cam, aujourd'hui avec nous. Ah, J'adore, fallait pas le si, dire. c'est drôle. Ne cutez pas. Camille, mais on mettra mon pseudo en grand Voilà. à ce moment-là sur l'écran. Exactement. On verra que ça, nous verra même pas. Allez. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore le média et le Trade Talk, ce qu'on fait, c'est qu'on invite des jeunes alumni qui, il y a pas si longtemps que ça, étaient encore en école et qui ont déjà réussi à se démarquer, à obtenir des positions prestigieuses, à obtenir des postes prestigieux, à créer des choses intéressantes. De quoi vous montrer l'envers du décor, poser des questions qui vous intéressent, des questions un petit peu tabous, de quoi vous informer, vous montrer la réalité, vous donner les clés pour faire quelque chose de similaire dans votre vie. Si ça vous intéresse, et on tient à vous remercier avec Ouais. Emile, encore une fois, pour les likes, les commentaires, les abonnements. On a vu quand même dans les stats qu'il y en a pas mal qui reviennent et qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas. Alors bon, vous n'êtes pas obligés, mais ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain du tout. C'est hein, c'est franchement. gentil, c'est gratuit, ça nous fait plaisir et ça nous soutient. Donc merci, tu peux dire abonne-toi à Trade. Abonne-toi. Voilà. Ah, c'est très YouTube. Ouais, J'aime beaucoup. on va extraire l'audio, on va le réutiliser. Ouais. Toutes les 30 minutes, on va le mettre dans les vidéos maintenant. Abonne-toi. Voilà. Et donc, Contractualiser tout ça, par contre. Oui, on verra, t'inquiète, on voit ça après, Qui ça Camille est un rat, les amis. Voilà. Un peu, ouais. Donc, on va commencer. Je vais te présenter, tu me dis si je me trompe, ok? Ok. Donc alors, Camille, tu as fait prépa. Oui. Ensuite, tu as intégré HEC. Oui. Et tu as décidé de ne pas faire comme tout le monde et d'aller en conseil, finance, etc. Non, toi, tu t'es dit, moi, ce sera la tech, les médias, le marketing. C'est bien ça. Exact. Donc, tu as fait plusieurs stages. Tu as fait stage chez eBay, Google, Pinterest. Ensuite, TikTok. stage aussi chez T'as pas le bon ordre, mais c'est ok. J'avais corrigé sur Il y a- franchement, je suis allé sur ton LinkedIn, il y a beaucoup d'expérience. On vous a ramené un gros profil. Non. Si, on t'envoie des fleurs. Oh, merci. C'est ça. Tu vas nous faire une petite danse? Non, ok. On n'est pas. Elle a quitté TikTok, c'est pour ça. Non, c'est drôle. Ok. Donc, stage chez TikTok. Oui. Ensuite, t'as été en CDI chez TikTok? Non. Non, c'était C'était ok, mon ton stage de fin d'études. D'accord. Et après, tu rentrais en CDI chez YouTube À Paris. à Paris en tant que Associate Product Marketing Manager. Nom très long, on va vous expliquer ce qui Il l'a se eu cache du premier derrière. coup, donc C'est fort. big up, Ouais. hein. Merci. Et normalement, t'aurais pu, quand je l'ai présenté tout à l'heure, faire un petit... Non. Elle mérite Quand même pas, C'est non. censé être pour soutien, mais bon, on connaît Kemil, là. Voilà, c'est mon Ops numéro 1. Exactement. On n'est pas ensemble.
On n'est pas ensemble. Et je vais lui faire... non, pas lui faire la main. Lui passer la main parce qu'on va faire notre petite... C'est le vrai faux, c'est le jeu là ou pas? C'est le jeu, J'ai ouais. du jeu, hein. Ouais, bah c'est maintenant. Oh bah C'est le sinon jeu. on le fait à la fin alors. Pour faire chier. Non, je ça rigole. met à l'aise et tout, c'est bien. Non, C'est juste que des fois, j'ose pas vous couper. Des fois, je veux bien rajouter des petits trucs sur ce que tu dis, tu vois. Mais non, mais ça va être sur les micros, ça va faire un... Non, ça fait t'inquiète. rien. Tu vois. Tu peux le couper. Tu peux. Genre Alors, tu par voulais contre- dire que c'était à chier sa présentation, tu peux. Ouais. Non, c'était Hésite bien. pas. Franchement, ici, tu peux C'était tout bien, dire. juste tu m'as lancé un peu trop de fleurs et c'était pas straight. Enfin, j'ai pas directement fait stage de fin d'études chez TikTok. YouTube, il y a eu des digressions entre temps. Donc, je crois que je vous en ai Un un peu gros parlé. truc, ouais. Un gros retournement de situation auquel personne ne s'attendait. Non, mais on en parlera, mais. Là, on peut le teaser un petit peu. On Ouais. peut le teaser un petit peu. Ok. C'est le fait que t'aies travaillé t'as eu un job Ah, tu veux- alimentaire. Ouais, j'ai eu un job Non. alimentaire. Ouais. J'avais pas... Ok. En sortie C'est vrai d'HEC. Non, Non, ça m'était non. sorti de la tête. Le Non, jeu vraiment, d'acteur en français noté. Non, Non, mais oui, enfin, du coup, moi, j'ai terminé mon stage de fin d'études chez TikTok en novembre 2023. Et j'ai commencé chez YouTube en CDI, où je suis actuellement, en août 2024. Hmm. Donc, en fait, il y a eu quasiment un an de battement. Ok. Un an de battement qui a inclus un job alimentaire, quelques mois de voyage. Beaucoup de recherches. Ouais, beaucoup de recherches, un peu de galère, Ouais. mais du temps aussi passé avec mes amis. On en parlera. Ouais, tu nous C'est expliqueras ce intéressant. choix-là. C'est intéressant niveau lifestyle et tout, les choix que tu priorises et tout, franchement. Ouais. Très stylé. Gros teaser du coup. Franchement, Gros teaser de teaser. zinzin. Vas-y, Camille. Du coup, vrai ou faux, est-ce qu'on est gentil ou pas aujourd'hui? Ouais, peut-être. On va peut-être être gentil. Si, elle a une vague. Ouais, on va t'offrir un Ah, mais c'est à joker. vous de répondre aux questions. Bah non, de poser la question, toi tu dis vrai ou Je faux. croyais que c'était la question, est-ce que vous êtes gentil? J'ai dit, Non, bah, non, On va, pas vrai. faire, on va pas faire les questions et les réponses quand même. Oui, je me disais, mais attends, c'est moi qui Non, pose les non, non. questions. Non. Ok, non, mais soyez méchants, ouais. Oh. Enfin, comment c'est crescendo, tu vois. Ouais, mais on te laisse un joker. Tu dois répondre Ok. vrai ou faux, tac au tac. On développera après s'il y a des débats et autres, t'auras l'occasion de t'expliquer. Ok, Mais là, c'est du tac au tac, vrai ou faux, et t'as le droit à un joker sur une des questions. ok. De toute façon, la responsabilité lui revient, c'est pas moi. Moi, je Ok. suis pas dans ça, moi. Ouais, moi non plus. Vas-y. Vas-y. T'es prête? Oui. Ok. En école de commerce, tu achètes ton diplôme. Faux. Tout le monde peut intégrer HEC, il suffit juste de s'en donner les moyens. Vrai. L'école de co, c'est 12 cas par an pour seulement toucher 2500 € par mois en Faux. sortie d'école. Faux, faux, faux. On gagne plus de 50 000 € par an en sortie d'école chez YouTube. Peut-être vrai. Le secteur de la tech est bouché et hyper concurrentiel. Faux. Idée reçue. Faux, faux, faux. La meilleure chose à faire en sortie d'école, c'est un graduate programme. Vrai. En début de carrière, le salaire est plus important que le sens. En début de carrière, le salaire est plus important que le sens. Vrai et faux. C'est un long débat. C'est ton joker. C'est mon joker, du coup. Enfin, en fait, je suis d'accord sur les deux, mais je peux argumenter et contre-argumenter. Ok, on en parlera alors. Ouais. Le métier de rêve, ça n'existe pas. Vrai. Les cours à HEC sont moins utiles que les contacts LinkedIn que tu te fais. Je dirais que les cours à HEC sont aussi utiles que les contacts LinkedIn qu'on se fait. Alerte langue de bois. Mais non, parce que... Je déconne, vas-y. T'inquiète. Non, voilà, donc Ok. peut-être semi-joker, mais disons vrai. Ok. Réussir dans la tech, quand t'es une femme, c'est 2 fois plus dur et 2 fois moins reconnu. Faux. Plus tu réussis, plus les gens pensent que t'as juste eu de la chance. Vrai. C'est très dur d'intégrer Google. Faux. C'est très dur d'intégrer YouTube. Vrai. Ok, intéressant. Ça va. Une femme qui dit « je vais être la meilleure » est arrogante, et quand c'est un mec qui le dit, il est juste ambitieux. Vrai. Gros problème, mais vrai. En début de carrière, l'équilibre pro-perso n'est pas conciliable avec la réussite. Faux. Oula. Non, non, non. Enfin, moi, je le concilie à fond. Ça marche, ok. Bah voilà, c'est tout. Ça va, on n'a pas été trop... Non, ça va. Juste la question là. Ouais, t'inquiète. Mais on- bon. En off. Est-ce qu'il y a une question qui t'a trigger, sur laquelle tu veux développer un petit peu ta réponse maintenant tout de suite, ou est-ce qu'on commence et ça viendra au fur et à Alors, j'ai mesure? pas lu la trame, donc je rigole. Il y en a qui la lisent qu'à moitié. Non, en vrai, j'aimais bien la logique chronologique, donc on Ok. peut commencer, ouais. Ok, ça marche. Bah du coup, chronologiquement, t'as commencé par une prépa. Tout à fait. T'étais quel type d'élève toi déjà de base, même avant la prépa, et pourquoi t'as fait une prépa? Ok. Je dirais que collège, lycée, j'étais plutôt l'élève modèle.
qui avait beaucoup de facilité, mais qui travaillait quand même beaucoup. J'avais l'impression que c'était assez inné pour moi d'être assez douée avec ma mémoire, plein de choses, enfin d'autres choses qui m'ont aidé à réussir académiquement. Mais je travaillais beaucoup. Okay. Je me souviens au lycée à passer vraiment mes soirées et mes samedis matins, mes dimanches matins à vraiment bosser, à faire des fiches de mes cours de SES, d'histoire géo, et mes parents, mes grands-parents qui me disaient tout le temps non mais Cam, arrête de travailler là. Enfin, ah oui, c'est eux qui te... Okay. C'était tellement pas gentil de me dire ça. C'est fou l'inverse. Non mais Kémil va travailler un peu. Bah je sais, c'est souvent ça, marrant, mais ça. j'avais du coup cet effet pervers de ma famille qui me disait que je travaillais trop, mais qui me laissait quand même faire, mais qui franchement des fois me disait non mais là t'es enfermé dans ta chambre à réviser tes cours, faut arrêter. Ouais. Bah regardez, je suis là aujourd'hui, donc peut-être que j'avais raison. Ouais. Donc grosse bosseuse au lycée, j'ai eu le bac avec mention très bien, les félicitations du jury, donc j'étais contente parce que c'était un peu un objectif que je m'étais donné pour le lycée. Donc très bonne élève, un peu stressée, mais très bonne élève. T'as grandi en région parisienne? Pas du tout. Non. Moi j'ai grandi dans l'Ain. Donc le département 01. Ouais, je vois exactement où c'est, ouais. En Berry-en-Bugey représente. Non, mais c'est à la campagne, à 30 minutes de Lyon, pour situer. Donc moi, j'ai fait toutes mes études dans le public, à part à HEC. Et du coup, j'étais dans un petit lycée de secteur, donc chez mes parents. Et après, pour la prépa, je suis allée à Lyon, qui était du coup la grande ville à côté d'où j'habitais. Pas du parc Non, du coup, moi j'ai fait un bac ES, donc le parc n'avait pas de prépa pour les bacheliers ES. Ah, okay. Ils avaient que ECS et pas ECE. Ouais. Donc moi je suis allée au lycée Ampère, qui est un lycée public à Lyon, où là ils avaient à la fois des ECS et des ECE, une classe de CE. Donc prépa là-bas, donc 2 ans dans un lycée public. Pourquoi tu vas en prépa au début? C'est dans la continuité, t'es bonne élève, donc tu te dis bon prépa HEC. C'est une super bonne question. Moi je savais pas trop ce que je voulais faire en première terminale. J'avais choisi le bac ES parce que j'adorais les sciences éco. Je savais pas trop ce que je voulais faire. À un moment, j'avais réfléchi à passer les concours de Sciences Po, mais j'avais jamais passé le cap parce que je me disais que c'était peut-être inatteignable, on va dire. Tu t'es mis des freins par rapport à ça, du coup? Je pense que je me mettais pas moi-même des freins, mais je viens aussi mon contexte familial, je viens d'une famille plutôt modeste donc j'ai pas des parents qui ont fait de très longues études, ou même dans mon entourage proche familial, c'est pas des personnes qui ont fait de très longues études. Donc il y a peut-être aussi ce truc de légitimité. C'est marrant, ça. Tu penses d'où ça devient cette volonté de réussir, de travailler beaucoup, de charbonner, même jusqu'à ce que tes parents te disent mais arrête un peu, si t'as pas ce contexte familial. Ouais, en fait. Mon père est un grand travailleur. Je pense que je tiens ça de lui, mais il fait une différence, je dirais, entre le vrai travail et le travail académique. Ok, d'accord. Donc pour lui, travailler, c'est aller couper du bois, sortir, tondre, s'occuper tout le temps, être tout le temps dans l'activité en extérieur. Dans l'action concrète. Dans l'action. Ouais. Alors que pour moi, travailler, c'est être derrière mes bouquins avec mes surligneurs, réciter mes cours. Donc on n'avait pas la même vision du mot travail, même si ça se vaut. Hein. Ouais. Mais pour rebondir du coup sur pourquoi la prépa, donc en terminale, ma prof d'éco a été une des premières personnes, je pense, qui ont joué un rôle important dans ce qui en a suivi. Ce que je pense que j'ai, à chaque moment, je pense qu'on va peut-être, à chaque moment, on pourra peut-être le signaler par un emoji ou je ne sais pas. Faisons pas ça, mais il y a eu des personnes. C'est bon, tu vas nous donner des petites idées. Il y a eu des personnes un peu qui ont joué des rôles de mentor à des moments précis de ma carrière. D'accord, c'est très intéressant. Donc là, j'ai jamais vraiment mis sur le papier cette réflexion, mais elle, on peut la considérer comme telle. Déjà, si elle se regarde sur le podcast, trop cool. Écrivons-nous. Émilie. Donc Émilie, ma prof d'éco en terminale, avait fait Audencia et était passée du coup par une prépa avant, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on en avait discuté parce que c'était le moment de faire ses choix pro sur Parcoursup. Ça s'appelait comme ça pour moi à l'époque, il me semble. Et du coup, elle m'a un peu pas convaincue, mais elle me disait tu pourrais quand même peut-être faire une prépa, ça peut être intéressant. Au moins c'est un parcours qui est généraliste et après tu vois ensuite ce que tu veux faire. Et je me suis dit oui, pourquoi pas. D'un autre côté, il y avait quand même mes amis de l'époque qui me disaient non mais Cam, t'es quand même hyper stressée comme personne, je suis pas sûre que la prépa soit une bonne idée parce que peut-être que ça va pas te réussir. Et je les croyais un peu aussi, mais les choses ont fait que j'ai quand même décidé d'aller en prépa. Tête baissée, t'as foncé.
Et long story short, mais en fait après 2 ans de prépa, mon niveau de stress était totalement maîtrisé, je dirais. Ok. Ça t'a appris la prépa à gérer le stress, ouais, Ok. totalement, je pense. Ok, stylé. Tu t'es pas laissé bouffer par la prépa. Après, t'étais déjà peut-être une grosse travailleuse. Tu l'as vécu comment? Ça allait ou... Alors, la prépa pour moi c'était une expérience particulière, je pense que ça l'est pour tout le monde, mais du coup ne prenez pas... s'il y a des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et qui veulent faire une prépa... Il y aura des personnes qui vont regarder cette Ok. vidéo, oui. Mon expérience est la mienne et elle est unique, elle l'est pour chacun, mais je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Donc déjà, plusieurs choses à dire sur la prépa. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être entourée d'un groupe de 4 filles merveilleuses qui m'ont portée pendant 2 ans et qui ont fait que j'ai pas abandonné. Je pense que si je les avais pas rencontrées, donc c'était 4 personnes qui étaient dans la même prépa que moi, dans la même classe, si elles avaient pas été là pour moi en tant que soutien émotionnel, etc., je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Ok. Enfin, évidemment, avec des filles, on refait le monde, mais T'as elles ont eu des été... grosses envies de give up pendant. Ouais, très chaud. Les premières vacances scolaires de la Toussaint. Ok. Donc je pense 2 mois après le début de la prépa, j'avais envie de partir. C'était rapide. Ah ouais, non, vraiment, Ok. enfin je pleurais. Et en fait, ce qui était paradoxal, c'était que je réussissais plutôt bien. Enfin, on avait passé les premiers Les DS examens et blancs tout. Et j'étais pas non plus dans les dernières, quoi. Mais juste, je sentais que c'était trop pour moi et que, je sais pas, C'était quoi l'intensité, la pression Je pense que c'était aussi le regard que je me portais sur moi-même parce que j'avais toujours été première de la classe. Et là, du coup, j'étais plus première. J'étais peut-être, on était une classe de 40, j'étais peut-être, mettons en maths, peut-être 25. Ok. Ce qui est bien, en vrai. Mais Ouais, moi, ouais. quand je voyais que j'avais genre 8 sur 20 en maths et que je comprenais rien, que c'était pas facile pour moi, que c'était pas inné, ça m'a fait peur parce que moi, ça a souvent été plutôt inné, comme je vous le disais avant, au collège et au lycée. Ouais. Je captais vite. Les maths, ça a toujours été un peu moins le cas. Mais Ok. bon. Donc ouais, grosse envie de give up pour plusieurs raisons. Parce que voilà, c'est une expérience qui est nouvelle, je change de ville, je vis en coloc, donc je vis plus chez mes parents. Ouais. Donc des changements positifs, mais aussi bouleversants quoi, dans la Ouais, vie faut d'une fille s'adapter, de 18 ans. Quoi. Ouais. Quand on y pense, je me dis, c'était il y a... Ouais, 7 Trop ans. longtemps. Trop longtemps, 7 ans. Donc oui, je sais pas pourquoi j'ai commencé par ça, mais en fait si, parce que moi quand je pense à la prépa, je pense à Romane, Claire, Cécile et Flavie, qui ont été là vraiment mon pilier pendant ces 4 ans. Et comment je l'ai vécu? Alors, première année, ça s'est plutôt bien passé pour moi, avec quand même des moments où j'ai voulu lâcher, mais ces personnes et quand même aussi l'équipe pédagogique étaient là pour quand même me dire non, mais tu quittes pas le navire maintenant, c'est pas possible. Ouais. Et en vrai, ça s'est bien passé. Enfin, je travaillais, mais pas de façon acharnée. En fait, ça va être vraiment bizarre ce que je vais dire là, mais je pense que j'ai plus travaillé, quand je dis travailler, réviser, faire des trucs en dehors des cours, pendant mon lycée, que pendant mes 2 ans de prépa. Ok. Comment Marrant. ça se fait ça C'est pas normal. Normalement, c'est vraiment Première tout mondiale, l'inverse. Quoi. mais- Ouais. Non, mais c'est trop bizarre de dire ça et c'est pas du tout pour faire la meuf, mais... Si vous voulez avoir HEC, ne travaillez pas. Voilà, non, je rigole, Non, non, je alors, rigole, non, mais c'est un super bon point parce que je ne voulais pas. Enfin, c'est pas que je voulais pas avoir HEC, mais c'était HEC, je le considérais même pas. C'est Ok. ce que j'allais dire, Ouais. c'est que du coup, t'as eu envie de give up assez tôt. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pas abandonné au-delà de leur entourage parce que ils étaient matrixés par l'objectif qu'ils avaient en tête, c'est-à-dire atteindre HEC Ouais. ou une top école. Et toi, c'était pas forcément ton cas. Du coup, c'est la question que j'allais te poser. Ouais. T'avais pas ce truc de je veux absolument faire HEC. Non. Bah après en fait moi bien sûr que je connaissais HEC avant de rentrer en prépa, mais j'ai vraiment compris cette logique des 3 parisiennes, des écoles du top 10 pendant les premiers mois de la prépa. Et au début je me disais franchement, moi je suis à Lyon, j'aime bien Lyon, donc l'EM ça peut être cool. Audencia, je suis jamais allée à Nantes, mais en vrai ça a l'air d'être cool. Ouais. Puis il y avait aussi ce projet professionnel que je commençais à mûrir en parallèle. Bon c'était vraiment Ok, Ouais, déjà. c'était quoi? une toute petite genèse, mais moi c'était de travailler dans le secteur culturel. Ça veut Ok. tout et rien dire, hein. C'est hyper large, mais Tu sentais déjà que ça t'attirait, quoi. bah, je pense que je savais que j'allais pas faire de la finance quand même. Ok. Ah, Enfin, je pense, hein. il y en a qui savent en prépa et qui arrivent en école Ouais, et au c'est ça, final. mais en fait, je pense faut qu'on a tous des rattraper. parcours tellement différents. Enfin, encore une fois, j'ai pas grandi à Paris, mes parents n'ont pas fait de très longues études. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup de choses dans ma vie de tous les jours. Aller à des concerts, aller à des expos, même Ok. à faire des loisirs créatifs. Donc j'ai cette dimension culturelle, créative, un peu aussi dans voilà mes hobbies, mon temps perso. Tu vas voir qui en concert. Oh waouh, tellement j'ai une liste sur mon tel de tous les concerts que je fais chaque année. La liste s'affiche en direct, là. Tu fais plus de 10 concerts par an? Ouais, et je fais pas Ah ça, je ouais. tiens pas une liste pour dire ah regardez j'ai Non, fait bien 45 sûr. concerts. Non mais en vrai si on fait une moyenne peut-être 1 par semaine. ouais. Ouais, la semaine dernière j'étais au concert de Yoa à l'Olympia, c'était trop bien. Ok. En fait j'écoute beaucoup
d'indie pop, indie rock, nouvelle variété française, donc plutôt des petits groupes. Ok. Ce qui fait que je paye pas des places de concert à 140 € comme. Oui, tu fais pas que des Bercy, quoi. Pas du tout. J'ai fait un Bercy une fois d'ailleurs, c'était il y a 3 semaines, Ok. un mois avec Nicolas, un de mes collègues, parce qu'on était invités par YouTube Music au concert de la Starac Ok. à Bercy, et je n'avais jamais fait de concert à Bercy. Un des avantages Avant à ce concert-là. travailler chez YouTube. Un petit avantage, ouais. Ouais. Donc on parlait de la volonté de travailler dans le secteur culturel, comment la prépa s'est passée pour moi. Donc oui, le fait que j'ai pas beaucoup forcément, enfin, j'ai moins travaillé. Bon, vous mettez pas ça en clickbait sur la mini. Je vous Elle connais. n'a pas travaillé et a eu HEC. Elle n'a pas travaillé en prépa et a eu HEC. Non, mais je sais pas, enfin. En fait, les cours étaient déjà tellement intenses, de 8h à 18h à peu près chaque jour, Ouais. et me demandaient quand même tellement d'énergie pour déjà ne pas pleurer tous les jours. Non, un peu, mais bon, Ouais. team hypersensible. Je sais pas, enfin en fait, je faisais le minimum, mais ça marchait. T'emmagasinais peut-être déjà beaucoup dans les cours, il y en a beaucoup qui... Ouais. ou Qui sont enfin, passifs beaucoup. aussi. Ouais, et qui, durant les cours... Mémorise en même Ouais. temps, ouais. Je pense que, comme tu le dis, j'emmagasinais peut-être assez rapidement en live. Et ouais, je faisais le minimum. Enfin, en fait, j'avais vraiment besoin, je pense, de recharger la batterie quand je rentrais chez moi le soir et les week-ends. Ok. En fait, déjà, moi, j'étais incapable de bosser après... c'est honteux de dire ça, mais après 19h, moi, c'était pas possible. Enfin, Ok. moi, je dînais à 19h, après, enfin, c'est Dodo. ciao, genre... déjà, oui, je m'endormais assez tôt, parce que j'avais quand même besoin de pas mal de sommeil. Bon, je m'endormais pas non plus à 20h, mais en vrai, c'était pas possible pour moi de me dire, allez, je me mets à mon bureau pendant 1h30 et je fais ce DM de maths. Enfin, déjà, les DM de maths, je n'y arrivais pas, donc j'allais pas m'infliger ça avant de dormir, mais... Je trouve ça intéressant parce que ça casse un peu ce mythe de qui peut engranger une sorte de culpabilité sur les gens quand ils sont en prépa. Il faut absolument que tu taffes 50 heures, 60 heures par semaine pour réussir, etc. Ouais. Alors qu'en fait, tu peux potentiellement, si peut-être il y a des questions de facilité et tout, Mhm. mais tu peux peut-être avoir un équilibre de vie même en prépa. Oui, ou, oui. Ah bah ça, totalement. Après, ça veut pas dire que je culpabilisais pas, hein. Parce que quand je voyais quand même mes amis qui, elles, passaient des week-ends à la BU et que moi, je faisais autre chose et que j'étais en concert le jeudi soir, la veille d'un DS de maths où du coup, j'ai eu 8 sur 20 le lendemain, mais c'était ok. En fait, enfin... Mais au final, t'as bien fait. Oui, mais en fait, Donc, je pense que ça pourrait vraiment résumer, pas toute ma vie, mais un peu peut-être cet échange-là, c'est que pour moi, vraiment, le pro et le perso, c'est complémentaire. Donc en fait, si on m'avait mis en prépa pendant 2 ans et qu'on m'avait coupé le fait d'aller à des concerts, le fait de passer du temps avec mes amis, etc. Enfin, ça c'est valable pour tout le monde en fait, mais ça n'aurait pas fonctionné. Et je pense que en fait, au-delà de ça n'aurait pas fonctionné, le fait que je me dise franchement, parce qu'en fait j'allais à pas mal de concerts quand j'étais en prépa, limite plus que quand j'étais à HEC, parce que HEC c'est à Jouin-Josas, donc hyper compliqué de faire des concerts. Enfin, Ouais. un moment d'aller à Paris, mais c'est un peu chiant avec les transports. Du coup, j'allais à pas mal de concerts quand j'étais en prépa à Lyon. Il y a des super salles, le Radisson Bellevue à Caluire, le Transborder. Bref, du coup, j'allais faire des concerts pas une fois par semaine, peut-être en vrai une fois toutes les 2 semaines ou quoi. Ok. Et ça me faisait trop du bien. Et c'est pas parce que j'avais un DS le lendemain de maths le vendredi matin que en fait j'allais annuler le concert du jeudi soir. Enfin, il y a aucun monde où ça se passe ça en fait. Ok. Ok. Donc je pense prioriser presque la vie perso aux études à un moment. Ben, en vrai, à la fin, un concours, c'est une question de mental aussi. Mhm. Donc, si ton mental n'est pas agrémenté de choses qui t'intéressent, ou, Ouais. etc., et que t'es que dedans, peut-être que, ouais, ça peut être plus compliqué. Mais donc, justement, donc, t'as HEC, Ouais. tu t'y attendais, ou... J'aurais adoré avoir le SCP, mais je suis pas admissible. Je suis pas admissible ESSEC. Mais par contre, du coup, je suis admissible HEC, chose à laquelle je ne prétendais même pas. Et je suis admissible au reste, quoi. Donc EDEC, UM, Audencia, très cool. Et à ce moment-là, je me dis, bah franchement, si j'ai pas HEC, tant pis, au moins j'aurais EDEC ou UM, et moi, ça me va. Enfin, moi, il y avait aucun monde où je cubais. Hein. Ok. Et c'était ESCP, pourquoi ESCP? Enfin, Ouais. Si t'avais eu le choix entre ESCP et HEC, t'aurais pris ESCP? Je pense que j'aurais pris HEC parce Ah, que quand même. top 1 et que Ouais. tout le monde autour de moi m'aurait dit, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont posé cette question, je crois, pendant mon année. Ouais. En vrai, je pense que tu peux hésiter. Pourquoi je voulais le SCP bah déjà, l'école est à Paris, donc c'est cool. Les locaux sont à République, c'est trop bien. Et surtout parce qu'en fait, ils ont un master spé en management des industries culturelles et créatives. Ok. HEC, on a aussi un, mais vu que HEC pour moi c'était même Oui. pas dans le viseur, j'avais même pas considéré le truc. Ok. Mais en fait, je m'étais dit le master de l'SCP il a l'air chouette, et puis c'est la 3e parisienne, donc c'est aussi la plus accessible. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment le SCP, je pense. Ok. Mais grosse déception, grosse douche froide en voyant que je ne suis pas admissible à l'ESCP. Ouais. Ok, Je comprends. et du coup, t'arrives à... Enfin, t'as HEC, comment ils réagissent tes parents, par exemple?
Ils avaient conscience un peu de ce que c'était ou pas spécialement? Ils sont contents? Si, bah ils comprennent, enfin... Mais comment dire? Non, ils étaient euphoriques comme moi, mais je pense qu'ils comprennent pas trop. Enfin, même moi, au moment même, je comprends pas. Enfin, déjà, il y a eu 2 stades. Hein. Il y a eu l'admissibilité, où déjà là, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Il y a eu les oraux. Waouh, les oraux, c'était quelque chose, hein, parce que les oraux HEC, du coup, ça dure sur 2 ou 3 jours de mémoire. Et il y a genre 6 épreuves. Et du coup, donc, je passe ces oraux, qui se passent plutôt bien, à part l'oral de maths, mais ça, je le savais, en fait. Qui allait mal se passer, mais où vraiment je tire le pire sujet, enfin parmi les pires sujets, le pire sujet. Et à la fin, l'interrogateur me pose une question sur du Scilab, le truc de code là. Quel enfer, c'est l'enfer. Enfin moi, Cécile, elle était trop forte, elle a toujours tenté de m'expliquer. Enfin Cécile est toi, une très bonne amie à moi On de a toujours prépa. tenté de m'expliquer aussi, j'ai jamais réussi. Du coup, t'as été admise. J'étais derrière. admise, Ouais. mais l'histoire c'est que, ok, ça c'est une super anecdote. Oula, t'as teasé, hein, va falloir assumer. Ouais, hein. non, Attention. vraiment, super anecdote. Donc, et après, je vous raconte aussi la phase de résultats des admissions. Mais en fait, j'ai été admise l'année où HEC a ouvert 20 places de plus au sein du programme Grande École. Ok. Donc, en 2018, il me semble que c'était 380 admis au programme Grande École, personnes venant de prépa. Et mon année, ils se sont dit, on va ouvrir 20 places de plus quand même. Donc 400. Et du coup, en fait, par curiosité, quand je suis rentrée à HEC, je leur ai dit, enfin, on pouvait envoyer un mail pour savoir notre rang d'admission. Ok. Ouais. Et j'étais admise, je crois, 393. Ok. Ah oui. Donc je La pars dernière en fait vingtaine. finalement la dernière des premières. Ouais. Et en fait, du coup, bah, si ça avait été 1 an plus tôt, j'aurais pas été admise, du coup. Ok. Ce que je trouve intéressant avec ton profil, c'est qu'on avait déjà reçu des HEC. Ouais. Et parfois, on a des petits sociologues en commentaire et qui nous parlent de reproduction sociale, etc. Ah oui, mais parce que... Ah bah là, ils vont parler d'ascension sociale. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je Pas trouve sûr qu'ils intéressant. en parlent. Non. Ah ouais, c'est Ils vrai. seront pas là, je Ah pense, non, ils seront pas là. hein. Mais... Ils vont trouver des raisons. Mais je trouve ça intéressant, ouais, de voir que tu viens pas d'un milieu où, par exemple, tes parents, c'est normal pour toi d'intégrer ce genre de choses et t'as pu le faire, quoi. Donc Ouais. c'est possible. Après, je me définis pas non plus par mon, et c'est pas ce que tu disais, hein, mais je me définis pas par, ouais, mes parents n'ont pas fait de bonnes Non, études. bien sûr, voilà. t'es pas la figure Mais de oui. proue de... Non, mais Je sais. non, pas du tout, mais oui, c'est vrai que j'ai un parcours, qui est peut-être différent de plein de personnes qui ont fait une prépa à Paris, qui ont Ouais, c'est ça. grandi, Prépa privée. Voilà. Ok. Et alors, du coup, cette expérience à HEC, est-ce que tu as des attentes particulières vis-à-vis d'HEC? Ouais. Est-ce qu'elles ont été respectées quand t'es Alors, rentré dans l'école? Des attentes particulières, pas forcément. HEC, pour moi, ça reste une école de commerce comme une autre, entre guillemets. Désolée, hein, mais... non, c'est pas une école de commerce comme une autre, mais ça reste une école de commerce. En tout cas, elle se définit telle quelle. Donc, j'avais des attentes j'espère que ça va m'aider à déterminer mon futur métier, que je vais apprendre des choses, etc. J'avais pas de grosses attentes ok, il faut que je construise un réseau de malades pour ensuite faire du networking entre HEC. Enfin, non. Ok. Et alors, verdict, ça t'a aidé à trouver ce que tu voulais faire? Pas Ouais, spécialement. alors j'ai eu des cours qui ont été franchement super intéressants. Je pense notamment à mes cours de droit avec une star qui s'appelle Marie Serna, qui est une prof de droit assez iconique à HEC et qui franchement m'a appris plein de choses. C'était une matière que je connaissais pas parce que j'avais jamais fait de droit avant de rentrer à HEC et j'ai vraiment aimé. J'ai aussi adoré ma dernière année de master, donc le master média, art et création, on pourra creuser après, où là j'ai eu un directeur de master, Thomas Paris, exceptionnel, un directeur de mémoire exceptionnel, Alain Buisson. Je les cite parce que pareil, c'est des petites personnes qui ont, je pense, joué un peu un petit truc... des petites cartouches. Exactement, dans la suite de ma carrière, on va dire. Mais sinon, HEC au global, ça s'est bien passé. Mais bon, j'ai quand même fait partie des promos sacrifiés parce que moi, du coup, je suis rentrée à HEC en septembre 2019. Covid, quelques mois plus tard. Et en fait, le moment où il y a eu le Covid, en fait, moi, c'était le moment de mon semestre d'échange au Chili. Ouais. Donc, en fait, c'était trop triste parce que je suis partie au Chili mi-février. Il y avait rien, enfin tout se passait bien. Et en fait, 1 mois plus tard, on apprend le Covid, etc. C'était un peu la folie, on savait pas ce qu'il fallait faire. Et en fait, tout a fermé aussi au Chili, donc il y avait plus trop d'intérêt de rester confiné au Chili, alors qu'en fait tout le monde rentrait chez soi. Mais c'était assez triste parce que, c'était du coup la seule et unique fois où je suis allée en Amérique latine. Et j'avais adoré. Heureusement, j'avais pu faire le trek en Patagonie juste avant d'arriver et profiter un peu de Valparaiso au Chili où je vivais, mais donc un peu promo sacrifié. Après moi j'étais pas trop dans la logique d'assaut,
T'en as pas fait ou... Désolée. Moi, si. Bon, je dis ça et après, en fait, j'ai listé pour le Bureau des Arts. Ok. Pour moi, c'est vraiment genre l'asso bisounours de toutes les écoles de commerce. Mais j'ai listé quand même. Donc, lister, c'est quand même une expérience très école de commerce. Ouais. T'as kiffé ça? Ouais, c'était drôle. C'est drôle. Après, avec le recul, je me dis, waouh, mais on était complètement fous, quoi. Ouais. On allait voler des caddies au champ en face pour pouvoir transporter des trucs. Enfin, bref. Fais gaffe, il y a Peut-être peut-être pas qu'on cut encore, il y a ça. peut-être pas encore prescription, attention. Ouais, non, mais vraiment, c'était n'importe quoi. Enfin, on avait la chambre d'une des filles de la liste qui était vraiment devenue un stock avec toute la nourriture qu'on distribuait ensuite au petit déjeuner sur le campus. C'était horrible. Enfin, elle pouvait même plus circuler dans sa chambre, la pauvre. Alban, si tu regardes cette vidéo, cœur sur toi. Non. Voilà. Donc, expérience d'HEC, je suis pas, enfin, j'ai apprécié HEC. Après, il y a plein de choses que je n'ai pas appréciées, notamment la logique des assos que je trouve assez sectaire et stérile. Il y a des choses qui n'étaient pas en phase avec mes valeurs et après je m'en suis tenue éloignée, donc ça s'est bien passé pour moi. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Bah, en vrai, il y a quand même toute cette logique. Non, mais ça, vous pourrez pas mettre. Mais il y a certaines assos, je ne vais pas les citer. Ok. Certaines assos qui ont un processus de recrutement assez sélectif. Ouais. Sur des critères qui sont pas forcément inclusifs. Ok. Je capte. Ça, vous pouvez le mettre en vrai. Ne cutez pas. Donc moi, je trouve ça assez problématique quand ça se passe comme ça, parce que pour moi, une asso, enfin, on parle d'une association, non, c'est ouvert à tous, c'est sur la base du bénévolat, c'est des gens qui prennent du temps pour faire autre chose que du travail ou. Donc pour moi, le mot association, enfin, appelez ça autrement, appelez ça club. T'as senti de l'exclusion un peu. C'est vrai que ça s'apparente plus à des clubs quasiment en fait. C'est des clubs privés, pour moi, c'est des boys clubs. Enfin, Ouais. Le truc qu'il y a d'associatif, c'est juste juridiquement le statut. c'est ça, mais, loi 1901 et ouais. basta. Mais Très, très doué. Je l'avais pas. j'avais jamais poussé cette réflexion, mais en fait, ouais, c'est à vraiment des ça que clubs sert notre privés. podcast en fait, pousser des réflexions. Ouais. Voilà. Ok. Donc ouais, il y a ça que j'ai pas trop aimé. Et après sur les cours, j'ai eu des cours très intéressants, comme je disais avant. J'ai eu aussi d'autres cours où je m'y retrouvais moins. Comme dans toutes les Ouais. écoles. Enfin, il y a des cours où juste je me projetais pas. Enfin, les cours de finance c'était, franchement, je pense excellent, mais ne me retrouvant pas du tout là-dedans. Pour moi, Ouais. c'était une tare. J'écoutais pas parce que je comprenais rien. Les cours de supply chain, n'en parlons même pas. Genre quand il fallait faire des simulations là. Ouais. C'était trop pour moi. Et Ok. du coup, tes potes à ce moment-là, ils sont tous dans ton univers un peu, ils sont sur les médias, art et tout, ou bien t'as quand même des potes qui vont conseil, finance, etc. Ok. Étant au bureau des arts, mes potes proches à HEC avaient plutôt un profil comme le mien. Ok. Mais avec quand même plein de personnes qui se posent des questions de suivre la voie royale. Ouais, c'est La ça. voie royale étant pour moi le conseil et la finance. Enfin, Ouais. je pense que c'est Ouais, ça en vrai. ouais. Enfin, la voie royale. Une des voies royales, Ouais. la voie classique, Ouais, enfin, classique, on l'appelle ouais. comme on veut, mais voilà. Et t'as senti cette pression à te dire, est-ce que t'as hésité même à un moment? Je pense que oui, je pense qu'on se pose tous la question. Ouais. J'ai pas hésité fort, hein, mais j'ai un peu hésité en me disant, mais en fait tout le monde fait ça, genre qu'est-ce que je suis en train, pourquoi je me pose des questions que les autres ne se posent pas? De Ouais. mémoire, c'est ce que tu m'avais dit quand on s'était eu au téléphone, que tu avais notamment hésité au moment de choisir ton master spé Oui. en médias, Ouais. où là tu t'es dit, bah tu vas en parler mieux Ouais, que moi, ouais. mais grosso modo que tout le monde te déconseillait de le faire, ça ferait... Ah oui, alors non, on m'a pas déconseillé de le faire. C'est juste que, comment dire? Je sais pas si je fais des allers-retours, mais peut-être pour finir sur le fait de ne pas Ouais, vas-y, choisir vas-y. la finance. Et si on se posait des questions, évidemment que je me suis posé des questions de est-ce que moi aussi il faut que je fasse un stage en conseil ou en finance, parce que apparemment c'est ce qui paye bien, c'est un peu la suite logique d'HEC. Moi, quand je parlais aussi dans mon entourage proche de personnes qui pour le coup là, avaient fait plus de longues études, en fait on parlait que de ça quoi. Ouais. Moi je disais oui mais non, À ce Ouais. moment-là, tu pensais déjà aussi à cette question d'argent? pas trop. Pas trop. Non, pas trop. Non, oui, parce que je vais raconter un truc intéressant. Non, parce que du coup, à ce moment-là, moi, c'était vraiment, je veux travailler dans la culture, donc je veux travailler dans une salle de concert, m'occuper de la Ok. programmation, ou... Enfin, un truc quand même culturel, mais quand même aussi un peu management. Je voulais pas être DAF, donc directeur administratif et financier, qui est un peu genre le poste HEC dans une structure culturelle, mais moi, je voulais pas être ça. Je me voyais plutôt comme programmatrice... Qu'est-ce que j'aurais aimé faire d'autre? Ouais, en vrai, plutôt programmatrice, je pense, à ce sur le moment-là. côté Enfin, plus créatif. ouais, de choisir quels artistes on va programmer, ce qui est pas trop un taf d'HEC. Ouais, mais justement, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en école de commerce et qui ont ces appétences-là pour ces métiers d'art, culturels et tout, Ouais. mais qui ont cette impression que c'est pas compatible avec l'école de commerce parce que, et aussi peut-être pour d'autres questions, justement, d'argent, mais j'avais pas gagné d'argent en faisant ça, ou bien peut-être pas assez prestigieux et tout avec Ouais. la pression sociale.
Toi, comment tu l'as vécu ça? En fait, ce qui est triste à dire, c'est que c'est là, du coup, pour le coup, je fais une différence entre HEC et les autres écoles de commerce. Tout à l'heure, je disais que pour moi, c'est toutes des écoles de commerce. En tout cas, HEC en est une. Là, je dirais HEC n'est pas une école de commerce comme les autres, parce qu'elle t'implique une certaine pression. C'est avec du recul que, j'ai réfléchi à tout ça, mais sur le coup, je m'en rendais pas compte. Mais en fait, je pense que si j'avais été à Audencia, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, je serais programmatrice culturelle dans une salle de concert à Lyon. Okay. Le fait d'être à HEC, en fait, pourquoi faire HEC pour devenir programmatrice d'une salle de concert à Lyon? T'es en train de perdre ton temps. Genre, limite, tu quittes HEC et tu vas faire ça. Mais tu peux pas faire HEC pour vouloir faire ça, parce que, il y a une déconnexion entre déjà, les skills qu'on t'apprend à HEC et le job dont tu rêves, mais aussi, en fait, l'argent, parce que, du coup, tu investis, en toi, en étant HEC, parce que du coup tu payes l'école, et en fait bref, il y a un peu une dissonance, et du coup en fait c'est pour ça que je pense qu'après j'ai un peu réorienté mon curseur. Au début j'étais vraiment je vais travailler dans une salle de concert ou dans un média culturel ou au service des arts vivants de Hermès, et en fait j'ai très vite compris que c'était des postes qui sont assez stylés, mais que de un, en vrai, t'as pas forcément besoin d'avoir fait HEC pour avoir ce type de poste. Et de deux, y a quand même une question de salaire qui va quand même finir par se poser. Parce qu'en fait, le secteur culturel, c'est pas là où sont les meilleurs salaires. Et moi, j'avais quand même cette problématique, et je l'ai toujours, j'ai fait un prêt pour HEC. D'accord. Donc, il faut que je le rembourse, ce prêt. J'ai quand même aussi envie de vivre convenablement. Donc, pour moi, être payé, 30 000 euros bruts annuels en sortant d'HEC, en ayant vraiment mis toute mon âme pendant 5 ans, à donner mon max et tout, pour faire quelque chose que j'aime, ok, mais pas pour 30K. Ouais, tu peux faire ce que t'aimes, mais bon, faut pas non plus... Donc c'est là que je me suis dit, ok, réfléchis comment tu pourrais peut-être trouver un truc qui te plaise, peut-être dans le secteur culturel, mais où potentiellement pas... En fait, non. Pardon. Je me disais pas, il faut que je me trouve un truc dans un secteur qui me plaise, culturel, et qui soit bien payé, parce qu'en fait, j'en avais aucune idée avant d'arriver dans la tech que ça serait bien payé. Mais en fait, premier stage de césure, je me dis franchement, je sais pas ce que je veux faire. On va scroller sur LinkedIn, on se met des annonces sur Job Teaser et on voit. Est-ce que vous voulez qu'on passe au stage de césure ou vous voulez revenir sur HEC? Non, vas-y, on peut passer au stage. Non, tu peux. Du coup, donc comment j'envisage cette recherche de stage? C'était vraiment au feeling, quoi. J'avais aucune idée, à part peut-être un peu secteur culturel, mais pas non plus juste une salle de concert. Un truc un peu plus corpo, on va dire. Une boîte qui... Voilà. Et là, je tombe sur cette offre de stage chez Pinterest. Donc sur LinkedIn... Mais c'était une offre directe sur... c'était bizarre. Il me semble que c'était quelqu'un qui l'avait repartagé. C'était pas une offre, vous savez, lambda. Et du coup, j'avais déjà postulé à plein de trucs entre-temps. J'avais pas eu trop de réponses parce que premier stage de césure, donc c'est un peu le plus galère à trouver normalement parce qu'on a zéro vraie expérience. J'avais beau avoir travaillé tous les étés depuis mes 18 ans, c'était pas forcément des expériences pertinentes pour la recherche d'un premier stage. Donc, je cherche et je postule à ce stage chez Pinterest en envoyant directement un message à la personne qui avait republié l'offre, donc, qui s'appelle Maxime, qui deviendra par la suite mon futur manager chez Pinterest, pour spoiler un peu. Et du coup, je passe les entretiens, ça se passe bien, 2 entretiens, je crois. Donc, assez rapide comme process. Et j'apprends que je suis prise. Bingo, donc trop bien. Et pourquoi Pinterest, ça m'a quand même intéressée parce que moi c'est une plateforme que j'utilise pour faire mes petits moodboards, etc. Savoir quelle couleur je vais faire sur mes ongles la prochaine fois, par exemple. Est-ce que tu t'étais dit en amont, avant de tomber sur l'offre, que c'est le type de boîte dans lequel tu peux toi-même bosser? Ah non. Ouais, il y a ce petit truc-là. Déjà, je savais pas que Pinterest avait des bureaux à Paris et des équipes en France. À quel moment? Du coup, je pense que quand je l'ai vu, c'est ça qui a attiré mon attention parce que je me suis dit Pinterest. J'adore la vibe en fait de Pinterest. Let's go. C'est vrai, il y a des boîtes comme ça où je pense pas mal aux applications qu'on utilise, les réseaux sociaux, etc. Comme Google, comme YouTube, comme TikTok. C'est un peu l'histoire de la suite. Enfin, la suite de l'histoire. On conscientise pas qu'il y a des gens qui bossent là-bas vraiment, quoi. Qu'il y a des bureaux, qu'il y a des armées d'employés et tout. Quand j'étais chez Pinterest, je ne conscientisais pas que je puisse aller travailler chez Google par la suite. En fait, c'est grâce à Maxime, mon manager chez Pinterest, qui était mon manager chez Pinterest, qui était un ancien de chez Google, que j'ai compris qu'en fait ça existait des gens qui travaillent chez Google. Parce que à ce moment-là, ça t'a même pas fait réaliser, malgré le fait que tu sois chez Pinterest. Je pense pas. À plus grande échelle, tu pouvais le faire. Si, assez vite, mais je pense les premières semaines, le premier mois, non. Au début, en plus j'avais commencé en télétravail, je me souviens, j'étais même pas à Paris. C'était un début remote, donc.
Je pense que c'est venu assez progressivement, mais au moment de signer le contrat avec Pinterest, je me suis pas dit, ok, je signe mes 10 prochaines années dans la tech. Ouais, bien sûr. Non. Et tu faisais quoi concrètement chez Pinterest? Ouais, du coup chez Pinterest, moi j'étais dans l'équipe content. Donc c'est l'équipe qui s'occupe du contenu sur la plateforme et on parle ici de contenu organique. D'accord. Donc en fait souvent dans les boîtes tech, quand on rencontre des personnes qui bossent dans la tech, que ce soit à Paris ou à Dublin, c'est souvent des personnes qui bossent du côté sales, donc ads, puisque c'est comme on le sait, c'est le moteur de toutes ces boîtes tech. Moi j'ai presque une fois j'ai travaillé dans une de ces équipes-là chez Google, mais on va y revenir ensuite. Mais là, j'étais vraiment dans la partie content and creators, c'était le nom de l'équipe, donc création de contenu organique. Donc ce que pouvait poster un Mohamed Cheikh qui faisait des recettes de cuisine, ou une créatrice de contenu qui faisait du lifestyle, ou un média comme Chef Club qui postait ses recettes. Ouais, ou comme Trade. Exactement. Mais vous n'étiez pas sur Pinterest. Non, on n'est pas sur Et Pinterest. vous n'êtes pas sur Pinterest, ok. Et en fait, donc j'étais dans l'équipe partenariat stratégique. Ok. Le rôle, c'était vraiment d'onboarder de nouveaux créateurs avec un grand C. Donc ça pouvait être des publishers, des personnalités publiques ou même des créateurs de contenu. Donc les onboarder sur leur plateforme, leur enseigner toutes les bonnes pratiques pour créer du contenu sur Pinterest. Ah ok. Parce qu'en fait, c'était une époque assez spéciale chez Pinterest. Quand j'étais là-bas, c'était un peu le Pinterest 2.0 parce qu'ils lançaient à ce moment-là les contenus vidéo. Okay. Et du coup, il y avait vraiment un enjeu d'aller chercher du contenu vidéo qui était déjà présent sur d'autres plateformes pour le ramener sur Pinterest et grossir la base de créateurs, etc. Ok, donc tu allais chercher des créateurs qui fonctionnaient bien sur d'autres plateformes pour les ramener sur Pinterest. Globalement, ouais. Ok. Débaucher des influenceurs, bravo. Mais non, pas débaucher, Non, je c'était rigole. pour leur dire que leur contenu était trop cool et qu'ils avaient leur place sur Pinterest. Je me souviens d'une créatrice, mais qui du coup avait un métier, c'est une fille qui fait du tufting. C'est ces grands tapis qu'on fait avec des pistolets, c'était hyper à la mode il y a quelques années, c'est toujours très stylé aujourd'hui. Donc elle s'appelle Clotilde Puy, et je me souviens, je la suivais sur Instagram à l'époque, et elle faisait pas mal de petites vidéos d'elle en train de faire ses tapis et tout. Et bon, Pinterest c'est quand même un peu le temple de la déco, et je m'étais dit, mais cette fille sur Pinterest, elle va cartonner. Du coup, je l'ai contactée, je l'ai rencontrée, je l'ai un peu suivie pour l'accompagner un peu dans ses contenus, lui donner des conseils, etc. Et ça a bien fonctionné pour elle. Et à un moment, on a même décidé de faire une série de Pinterest Originals. Donc, c'était des contenus à l'époque qui étaient produits par Pinterest, une petite série de 4-5 vidéos. Et du coup, on a travaillé avec Clotilde pour qu'elle nous fasse une petite série de contenus sur un thème particulier. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, elle a un peu percé. Du coup, je suis trop contente d'avoir accompagné cette personne. Je dis pas que j'ai joué un énorme rôle dans sa carrière, mais c'était hyper cool de pouvoir bosser à ce moment-là avec elle et de toujours la suivre aujourd'hui et de voir qu'elle continue à poster sur les réseaux, etc. C'est stylé comme métier, parce qu'en plus, t'as quand même cette liberté d'aller sourcer des profils que peut-être toi-même tu kiffes. Tu peux quasiment co-créer leur stratégie avec eux sur une plateforme et voir le résultat aussi de ce que tu fais. Co-créer la stratégie, c'est peut-être un grand mot, mais les accompagner, c'est ça. C'est un peu leur tendre la main et leur dire hésite pas, si t'as besoin, je suis là. J'étais un peu leur point de contact, les personnes que moi j'avais onboardées, j'étais ensuite leur point de contact si elles avaient des questions. Voilà. Okay. Après, je co-créais pas avec eux. Ils avaient totale liberté, on les payait pas et voilà. Mais long story short, j'ai adoré ce stage. C'était 6 mois incroyables. J'ai rencontré des personnes qui sont devenues mes amies aujourd'hui, notamment Maxime, Andrea, Camille. Et ça a été vraiment pour moi l'étincelle qui a ensuite déclenché tout le reste. Donc voilà, j'ai rencontré quelqu'un, Maxime, donc mon manager de l'époque, mentor à un moment, mentor encore aujourd'hui un peu aussi, qui m'a fait croire en moi et qui m'a ouvert les yeux sur le fait que c'était possible d'avoir une carrière dans la tech en venant d'une école de commerce, en étant basé en France, etc. Mais ouais, stage incroyable, équipe au top, culture d'entreprise dans la bienveillance, à l'image de Pinterest. Donc c'était une excellente première expérience de stage et c'était une expérience aussi qui était bien payée. Donc c'était quoi ton salaire de stagiaire chez Pinterest? C'était 1200 bruts, en 1300 première bruts. césure. Première césure. Ouais, c'est pas mal. Là où j'avais des amis vraiment qui étaient au minimum 600, légal, quelques, donc bien payé. Okay. Et après j'ai fait que augmenter. On va en faire plus juste après. Donc ensuite, je voulais que je continue un peu rapidement sur la césure. Comment t'as enchaîné après Pinterest? Du coup, parce que en termes de temporalité. Du coup, Pinterest c'était de juin à décembre 2021. Et t'as enchaîné direct avec un deuxième stage ou? C'était un peu plus compliqué que ça.
Ok. Donc en fait, pendant ce stage chez Pinterest, comme on le disait, je commence à me dire ok, Google, ça peut être cool. Et donc mon manager à l'époque, on en discute et il me dit qu'en fait Google recrute des stagiaires parfois. Donc là, je me mets une petite alerte sur le site de carrière de Google. Et je crois que c'était peut-être en octobre, novembre. Pardon, je vais boire un petit coup. Vas-y, t'inquiète. Donc je vois qu'en octobre-novembre, ils publient des offres pour des stages, mais qui sont des stages qui s'appellent du coup à l'époque Business Internships, Summer Internships. Ouais. Donc c'est des stages de 3 mois pour la plupart, dans plein de localisations différentes en Europe pour le coup. Donc Dublin, Paris, Hambourg, Londres. Et je m'étais quand même pas mal renseignée. Donc en fait, je savais que c'était les stages classiques chez Google, les Summer Internships qui durent 3 mois. Où en fait t'es business intern, donc ça veut dire que globalement t'es dans une équipe sales la plupart du temps, que tu ne choisis pas vraiment, c'est plutôt on t'assigne une équipe. Et du coup je postule parce que je me dis ok, trop bien. J'avais quand même postulé en connaissance de cause, donc à l'époque où j'ai postulé, je connaissais ce qu'était le process de referral. Oui. Okay. C'est le fait de pouvoir se faire coopter dans la tech pour si la personne te recommande parce qu'elle te connaît, elle sait que tu travailles bien, t'as un peu plus de chances de passer le screening et donc d'accéder aux entretiens. Voire beaucoup plus. Ouais. Je pense que ouais. Non, si ça joue. Mal, ouais. Après il faut que le referral soit pertinent et on peut pas refer tout le monde et n'importe qui à la fois. Non. Mais du coup donc à l'époque c'était quelqu'un d'HEC qui bossait chez Google, qui bosse toujours chez Google aujourd'hui, qui m'avait refer. Okay. Et du coup, donc j'ai passé les entretiens. Et je me souviens qu'avant même de passer les entretiens, on avait une sorte de formulaire à remplir en tant que candidat à un stage chez Google, qui nous demandait en gros de classer, merci. Je suis bilingue. Les localisations, les endroits où on préférait faire le stage, notamment. Et en fait, j'avais été vraiment strat pour le coup, parce que je savais que c'était Dublin qui allait recruter le plus de personnes. Ouais. Oui. Vu que Dublin c'est les headquarters de Google, qui allait avoir vraiment beaucoup de gens là-bas, donc j'avais mis Dublin en 1. Là c'était vraiment très pragmatique. Je pense le moment où j'étais la plus pragmatique de ma vie en fait, parce que je suis pas une personne très pragmatique. Enfin oui et non. Un peu rêveuse. Non, pas rêveuse, mais je suis pragmatique, mais j'aime quand même prendre des risques. Je pense que les personnes pragmatiques n'aiment pas forcément prendre trop de risques. Ouais, je vois, à discuter, je vois la distinction que tu là fais. Là, j'étais pragmatique, je prends pas de risques. Par la suite, j'ai pu être pragmatique, mais je prends des risques. Donc pas de risques. Ok, je mets Dublin en 1 parce que ça va me laisser plus de chances d'être prise, et aussi en fait parce que cool d'aller faire une expérience à l'étranger en vrai. Aussi. T'as déjà ces envies d'aller voyager un petit peu, de voir du pays. Donc je postule, machin. Donc là c'était un entretien RH et 2 entretiens ou 3. Avec du technique ou seulement du film? Alors moitié-moitié, il y avait un entretien, je veux pas sortir les termes techniques parce qu'on s'en fiche, mais il y avait un entretien où ils assessent plus ce qu'ils appellent la googliness. Donc c'est un peu l'entretien de fit avec l'entreprise. Est-ce que t'es googly enough pour googly, est-ce que c'est un peu une question d'aura, d'énergie, de valeur. Donc cet entretien là, c'était le deuxième pour ma part. Qui s'était très bien passé. Et le premier entretien, c'était plutôt un entretien technique, donc avec des questions de mise en situation et des questions hypothétiques. Ça, c'est vraiment les 2 types de questions sur lesquelles il faut se préparer quand on passe des entretiens chez Google. Et cet entretien avait été compliqué. Je me souviens être sortie de cet entretien en me disant waouh, là c'est compliqué. C'est quoi qui avait été j'avais été cuisinée vraiment pendant 45 minutes, question après question. Je crois que la personne ne m'avait même pas dit bonjour. Ah oui. Enfin si, elle m'avait dit bonjour, mais elle ne m'avait même pas demandé de me présenter. Et était directement rentrée dans le vif du sujet. C'est des choses qui se font pour parfois déstabiliser, pour aller straight to the point, pour des questions diverses et variées de gain de temps, d'efficacité. Mais du coup, ça m'avait assez déstabilisée. Après, je m'étais quand même beaucoup préparée. Parce que c'était vraiment stage de rêve et tout. Donc à l'époque, j'avais regardé beaucoup de contenu sur YouTube de personnes qui en fait avaient passé des entretiens chez Google, ou des anciens RH de Google qui maintenant avaient leur chaîne YouTube et qui donnaient plein de conseils, qui faisaient des trucs en mode oro blanc, etc. Donc j'avais noté toutes les questions possibles et inimaginables pour m'y préparer. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Je me souviens, j'avais passé un week-end de 4 jours, je crois, parce qu'il y avait des jours fériés. J'étais pas sortie de chez moi, sauf pour aller faire des courses, mais j'avais juste bossé les entretiens. Comme au lycée. Ouais, un peu. Bachotage. C'était bizarre d'ailleurs de faire ça, mais je me suis dit, allez ma belle, là, il faut y aller. En vrai, tu te donnes les moyens, donc c'est bien. Et donc les entretiens se font, donc j'étais
Franchement, mi-figue, mi-raisin. Il y en avait un qui s'était très bien passé. Le fit avait été excellent et l'autre où je m'étais dit franchement, j'ai raconté n'importe quoi. En plus, j'étais junior à l'époque. Enfin, j'étais à HEC depuis. J'avais fait un premier stage de césure. C'était récent dans ma petite carrière. Donc voilà. Et puis finalement, le temps passe, la réponse n'arrive pas trop. Je me dis bon, il faut quand même que je trouve un deuxième stage de césure parce que là, il faut que j'enchaîne en fait. Ouais. Donc en parallèle, je postule un poste de stagiaire en marketing chez eBay à Paris. Je fais le process un peu en parallèle des entretiens Google et il se trouve que du coup, j'ai une offre pour le stage chez eBay en marketing. Et que je dis oui, parce que je me suis dit franchement, je vais pas attendre Google, si ça n'arrive jamais, pas possible quoi. C'est pareil, eBay à l'époque. Peut-être moi aujourd'hui, mais c'était un big truc eBay. Dans quel sens la boîte ou... Ouais, la boîte, enfin c'était même le côté prestigieux et tout le monde utilisait eBay. Tu trouves? Ah ouais. Ouais, moi à 10 ans, je commandais des tout petits Beyblade. À 10 ans, moi aussi, j'adorais, mes parents adoraient, mais en 2021. Ah non, je parle pas de l'époque de ton stage. Je dis, oui. Ouais, non. Je me suis dit, attends, parce que moi, quand je suis arrivée en 2021, c'était différent. Non. Bien en avant, je sais pas, 2010, peut-être par là. Il y a eu un peu une, C'était huge, tout le monde utilisait eBay, tu commandais tout le temps des trucs. Amazon que ça... Ouais, je pense. Peut-être. Il y a Amazon, il y a Le Bon Coin, il y a plein de trucs. C'est ça. Si, il y a eu une concurrence, je pense, qui a un peu tué le game, qui a accru la concurrence. Enfin, des nouveaux entrants qui ont accru la concurrence et du coup, les parts de marché, des uns et des autres ont dû être. Mais tu dis quand même, c'est un ancien très gros truc. Ouais. Non, mais c'est un nom sympa sur le CV. Et par contre, pareil, je me serais pas imaginé qu'il y ait du taf là-bas à Paris, encore une fois. Alors, encore une fois, surtout en déclin. Ça, je l'ai su parce que via HEC pour le coup, parce qu'on avait une sorte de plateforme qui s'appelle Réseau Stagiaire HEC où on pouvait voir un peu tous les témoignages des gens sur leur précédent stage. C'était quelque chose qu'on nous demandait de faire à chaque fin de stage. On devait, pour valider le stage, c'est stylé, ça. écrire un petit témoignage avec une note 5 étoiles, avec des infos genre le salaire et tout. Et je sais plus comment j'avais entendu que quelqu'un ait fait un stage chez eBay, mais j'avais vu ça. Et en fait, surtout, j'avais vu aussi le salaire. Ok. Et je me suis dit, c'est quoi le salaire Le salaire, chez si eBay je en dis pas stage de bêtises, ça devait être un truc genre 1900 bruts en tant que stagiaire. Sachant que t'as 1850 en net, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, déjà, Pinterest, je trouvais que j'étais extrêmement bien payée. Donc là, quand on me dit que c'est presque 2000 bruts, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. Surtout que c'est des salaires de bons conseils, bons cabinets de conseil en stage. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je faisais pas ça pour... J'ai jamais trop... mes choix n'ont jamais été guidés pour l'argent. Mais... c'est important. Genre, l'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est quelque chose... y a pas de débat là-dessus pour moi. Donc, j'ai jamais cherché un stage pour dire l'argent, mais si on peut avoir le meilleur des deux mondes, allons-y, en fait. Non, mais on va pas s'en priver, clairement. Donc, stage chez eBay, donc je signe, je commence. Début un peu chaotique, parce que j'étais censée commencer début janvier 2022, et en fait, pour des raisons de contractualisation... ils me font commencer que fin janvier. Enfin bref, j'avais été un peu saoulée par ça parce que pour plein de raisons. Et au même moment, je crois la semaine où je commence ou la semaine avant de commencer, je reçois du coup une réponse de Google qui me dit que c'est bon. Ok. Le coup dur. Sauf que le coup dur, oui et non, parce qu'en fait, de toute façon, le stage de Google, là, on était en février 2022. Ouais. Le stage Google, c'était pour l'été 2022. Ok. Donc en fait, il y avait quand même un truc de temporalité où en fait, c'était pas maintenant que je devais dire non. C'était un stage de 6 mois Google ou c'était un... Non, c'était 3 mois. Ouais, justement. Summer. Et par contre, eBay, c'était un stage de 6 mois. Ouais. Donc j'avais signé, moi, du 31 janvier au début juillet, un truc comme ça. Ouais. Mais j'avais entendu parler du fait que on pouvait rompre des conventions de stage. Merci les cours de droit. Un peu, ouais. Et même si c'est pas super cool de faire ça, t'as quand même le droit. Donc je me suis dit, bon, ça va le faire. En vrai, t'auras juste à écourter ton stage chez eBay de quelques mois. J'ai essayé de prendre la température auprès d'HEC qui m'a quand même bien remis à ma place en mode vous pouvez d'un point de vue légal, mais voilà, vous allez donner une mauvaise image d'HEC, de vous-même. Voilà, ils m'ont un peu fait la morale. Ouais. Pas facile de prendre la décision derrière quand on te fait la morale comme ça, dans ton école. Ah non, toi tu t'en fous, ça te touche pas, toi. Non, si, bien sûr, c'est moins cool d'avoir à prendre cette décision dans un tel contexte. Ouais, voilà. Mais je savais que c'était possible et que d'autres l'avaient fait avant moi, et c'était vraiment pour accomplir un rêve, donc voilà. Et après, du coup, je l'ai annoncé à eBay et j'avais super peur. Je pense que c'était vraiment auprès d'HEC, je savais que c'était pas cool, mais auprès de ma manager, des équipes d'eBay. Franchement, horrible. Je sais plus comment C'était horrible. Tu l'as annoncé après combien de temps chez eux, du coup? Déjà, le temps qu'en vrai que tout soit signé avec Google, etc., ça a pris du temps. Je me souviens que ils l'ont su genre 2 mois avant que je leur dise au revoir. Ok.
Donc je pense que c'était fin Ça va. mars. En gros, ça faisait 2 mois que j'étais là-bas. En gros, ce que je voulais souligner, c'est que t'étais déjà proche un petit peu d'eux. Enfin, tu les connaissais, t'avais bossé Ah bah avec oui, eux. un peu, oui. Donc c'est encore plus dur. Ouais. Du coup, l'ont après pris je leur ai comment expliqué. Non, ils l'ont bien pris. Ok, bien pris. Ils l'ont bien Trop pris. bien. Enfin, ils m'ont dit, mais c'est une opportunité de ouf. Enfin, on est trop content pour toi. Go, tu vois. Nous oublie pas, mais go. Tu les as oubliés? Oups. Non, je les ai pas oubliés, mais, Non, mais- c'est une expérience qui a été moins marquante pour moi parce Ouais, que bah oui, forcément. j'ai passé moins de temps, que c'était un peu malgré tout une expérience un peu tampon entre Pinterest et Ouais. Google, donc moins marquante. Faire des Mais, choix. mais attends, mais le summer chez Google, du coup, c'était en sales? Ouais. Et t'as dit job de rêve, mais à l'origine... Ah oui, bah job de rêve. En pour- fait, enfin, Boîte de entreprise, rêve. ouais. bah non, parce que là à l'époque je savais pas si les sales allaient me plaire ou pas. Ah, tu savais pas encore, ok, d'accord. Non, là j'étais en mode Google job de rêve, je faisais même pas trop la diff entre qui fait les sales, qui fait le marketing, Ok, qui fait qui quoi. Ça va être bien ça, parce qu'en plus, on a mis un petit sondage en story Ah, pour ouais. demander si les... Let's Bah oui, je l'ai mis. go. Si les gens avaient des questions, il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi l'émission d'un sales dans la tech. Donc Ok, tu vas pouvoir très y bon répondre pont comme avec ça. cette Ouais, question. c'est parfait. Donc moi j'arrive chez Google à Dublin en juin 2022 Mhm. pour 3 mois. Donc déjà moi c'est ma première expérience de travail à l'étranger. Ouais. Élément important pour la suite. Enfin ça a contribué grandement au bonheur que j'ai ressenti pendant ces 3 mois à Dublin parce que enfin j'étais pas en France et je rencontrais plein d'autres mondes. Donc c'était trop cool. C'est hyper Dublin, très étudiant et très jeune. Très parce qu'il y a plein de tech, jeunes très tech. jeune, Ouais, voilà. très étudiant. Ouais, tout ce que t'as dit, c'est Ouais. c'est vrai. Donc ouais, j'arrive là-bas. Donc moi j'arrive dans une équipe qui s'appelle Google Shopping, Mhm. qui est pas l'équipe sales classique de Google, mais qui fait la même chose globalement. Ok. C'est juste une équipe un peu différente. Mon rôle pendant 3 mois, c'était d'être account manager. Mhm. Désolée pour les anglicismes, mais C'est le en nom fait, de. c'est- ouais. girl in tech. Donc je suis obligée de parler anglais, mais comment on appelle ça en français, genre chargé. Gestionnaire grand compte. ou un Ouais, truc comme voilà, ça. un truc comme ça, mais bon, C'est donc- beaucoup moins beau. Hein. AM, account manager, donc j'avais un portfolio de tant de clients qui pour le coup m'ont été des clients français. C'était un training portfolio, hein, donc on m'avait pas mis les gros clients dedans parce que à tout moment, enfin j'étais nouvelle, donc il fallait pas que je fasse des Ouais. bêtises parce que c'était quelque chose aussi pour que je monte en compétences. Mm. 3 mois mine de rien, c'est hyper rapide pour monter Bah en ouais. compétences sur un produit comme Google Ads parce qu'en fait, en vrai, quand tu arrives à Dublin pour un CD chez Google en tant que sales, ton onboarding dure au moins 3 mois, voire 6 mois. Hmm. Là, moi, j'avais 3 mois de stage, 3 mois pour faire mes preuves, Ouais. 3 mois pour remplir mes objectifs auprès des clients. Ah, c'est dur. Donc c'était dur, mais enfin, ça a été tellement enrichissant. Donc ouais, pendant 3 mois, le métier d'un sales, c'est d'accompagner des clients sur leur stratégie Google Ads, de les aider à optimiser leur ads pour que ça leur rapporte plus, mais aussi voilà que ça rapporte aussi plus à la boîte. Enfin, c'est un cercle vertueux. Donc voilà, accompagner des clients pour faire simple. Ok. Donc toi- Accompagner, pardon, Ouais, excuse-moi. accompagner des clients sur leur stratégie Google Ads afin que les clients augmentent leurs ventes si c'est une entreprise de biens et services et que Google en bénéficie. Ok. Ok, parce qu'en fait, pour cadrer Oui. un petit peu, sur Google Ads, il y a différents types de publicités. Exactement. Il y a le search, donc c'est quand vous allez taper quelque chose sur Google, il y a des petites annonces. Et Ça, c'est donc- le shopping même. Shopping, c'est pas les images qui défilent? Peut-être que je me trompe alors. Si, enfin, en fait, le search et shopping est très lié. C'est lié, d'accord. Mais en fait, moi, je bossais chez Shopping, du coup, Ok. c'était les pubs shopping, c'est celles où t'as le nom de l'article, la disponibilité en stock et le prix. Et quand tu cliques direct, Ouais, tu vois l'image, c'est bien ça? Ouais, ça, c'est plus shopping. Et Search, c'est plus les AdWords pour moi. Ah, Search, ok, pour moi, dans c'est ce quand tu sens-là. tapes clavier d'ordinateur et que du coup, ça va te faire Ouais. une pub sponsor de Lenovo. Je dis n'importe quoi, je sais même pas ce qu'est cette marque. C'est ça pour moi le search. Ouais, c'est quand il y a le premier site, typiquement. Exactement. Les premiers sites qui. Search. C'est le Voilà. sponsor du coup. Ceux Oui. qui sont écrits en Ouais. sponsorisé. Exactement. Ouais, c'est Désolée, ça. c'est pas Ok. pour faire du tech explaining, mais Non, t'inquiète. parce qu'en plus j'ai plus du tout l'expertise sales moi de chez Google, donc je veux pas trop en parler parce que je ne m'y connais pas assez bien pour prendre la parole là-dessus. Mais voilà, t'as plusieurs types de pubs comme tu disais. Du coup, il y a quand même plusieurs équipes. Une équipe qui va gérer vraiment tout ce qui est le search, qui est un peu le produit ads historique de chez Google avec c'est les mots clés, etc. Moi, j'étais sur shopping. Donc c'est les pubs où tu vois vraiment l'article avec une photo. Mhm. Donc toi, le c'était ton rôle, c'était de dire ok, il y a cette photo-là, peut-être tu peux peut-être plus faire comme ci. En vrai, comme ça pouvait être une c'est- partie. C'était pas que ça évidemment, mais C'était ouais. l'analyse des chiffres aussi du coup. Ouais, aussi Ouais. suivi des budgets. Est-ce que peut-être que le budget que vous mettez sur ce flux-là, il faut pas le basculer sur un autre. Enfin, de la technicité en vrai. Ok. Et ça t'a plu ça?
Tu dis ça en mode ça t'a pas plu, ça, hein. Non, mais En vrai, tu penses que ça m'a plu ou pas? Alors, je pense le côté conseil sur un peu ce côté stratégique et tout, mais là, de ce que j'ai compris, l'analyse des chiffres, des conversions et tout ça, j'ai l'impression que t'es plus sur la créativité, voir quelque chose, toucher, tu vois. Bah, c'est une très bonne réponse. Voilà, c'est ça. On a passé 1 heure ensemble, il connaît déjà tout. Mais merci, Je suis tu peux mentaliste. quitter la table. Boris, tu vas te mettre en face et on va le faire tous les deux. Patrick Jane, c'est moi. Non. Non, mais du coup, oui, enfin, t'as tout compris. Moi, j'ai adoré ces 3 mois de stage parce que j'ai découvert ce qu'était travailler chez Google, ce qu'était travailler chez Google à Dublin, ce qu'était faire un stage chez Google à Dublin avec 50 autres personnes qui sont aussi stagiaires, donc dans la même promo que toi. Là où mes stages chez Pinterest et chez eBay, j'étais plutôt la stagiaire de l'entreprise, quoi. Il y avait pas d'autres stagiaires globalement, enfin, on était 2. Donc il y avait pas vraiment cet esprit de promotion de stagiaires. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas, mais j'ai une question. Oui. Ça tombe bien. Super non, du coup, donc toi, t'étais en account management. Ah si, pardon, je sais. Vas-y. Oui, bah si, c'est ça ce que tu vas dire. Donc moi, j'ai adoré cette expérience parce que Google, au global, l'expérience chez Google, 3 mois à Dublin était incroyable. Après, le core job en lui-même, je savais que je ne voulais pas faire de sales toute ma vie. Ouais. Et d'ailleurs, donc un des premiers choix risqués que j'ai fait, c'est moi, on m'a proposé à la fin des 3 mois de stage de signer pour revenir après HEC, ce qui me restait 1 an de master à HEC. Et je leur ai dit, franchement, merci et tout, j'ai adoré, mais en fait, moi, je suis plus côté marketing, je pense, que sales. Donc, en fait, il s'est passé tellement de choses pendant ces 3 mois, mais pendant ces 3 mois, j'ai aussi appris ce qu'était faire du marketing chez Google, parce que en plus de ces missions de account management, on m'avait donné un petit projet marketing à côté que j'avais vraiment adoré réaliser. Et j'avais aussi appris à la même période ce qu'était le programme APMM, donc Associate Product Marketing Manager, que je fais aujourd'hui. Il s'est moins trompé que toi. Il l'a dit bien, ouais. Le programme APMM, faisons simple. Et du coup, je me suis dit, waouh, ce programme, il a l'air énervé. Enfin, franchement, je me suis dit, franchement, si je reviens chez Google, je veux soit que ce soit pour ce programme, donc marketing, soit pour YouTube en fait. Ouais. Parce que j'avais déjà. évidemment cette appétence contenu, voilà. Donc c'est t'as quoi, quand ce même programme refusé. Pardon. T'as quand même refusé du coup leur promesse d'embauche, quoi. Et en vrai, c'était une décision compliquée à prendre. Hein. Tu Et m'étonnes. à T'as l'époque, refusé Sales Tech chez Google. Oui. Du coup. bah oui. Non, je dis ça parce qu'il y a c'est beaucoup le vent en poupe en ce moment, Ah, tout ce qui est ouais, sales tech à et fond. tout. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de te recevoir parce que on entend peu parler dans cet univers de la tech de tout cet aspect marketing aussi, tu vois. Et Mais on il y a des pense bonnes plus au raisons. sales ou au côté Ah. technique. Il y a plein de raisons qui expliquent cela. Vas-y. Mais du coup, oui, donc décision assez compliquée à prendre. Je me disais, mais Camille, t'es qui pour dire non à Google? Enfin, en vrai, c'était compliqué. Hein. Au début, j'étais pas trop fière de dire ça, mais je me suis dit, franchement, je pense que quelque chose de mieux m'attend. Manifesting. Moi, je crois beaucoup à la manifestation. Ok. Donc je me suis dit, bon, allez. Et en plus, c'était pas pour un job tout de suite, c'était pour 1 an après. Donc je me suis dit, donc en 1 an, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Sur mon CV, j'ai déjà Pinterest, eBay, maintenant Google. Je pense que je peux y arriver, tu vois. Ouais. Et au pire, je reviendrai sur ma décision et je repostulerai en externe pour un sales tech job. Mais Je trouve ça très stylé, là, cette force de caractère que t'as, de à chaque fois, t'as ta petite idée en tête, tu t'écoutes et tu te dis, bon, on me propose ça, mais j'aime pas. Ouais, ça fait un peu la fille très picky et tout, mais... Non, mais tu sais ce que tu veux, tu privilégies les choses qui font sens pour toi. Donc, moi, je le trouve ça sens, respectable etc., ouais. de ouf par rapport. Il y a beaucoup de gens et c'est ok aussi de se laisser influencer par des trucs parce que t'es jeune malgré tout, donc c'est normal que t'as tes parents, t'as tes potes, etc. qui vont dans tel truc qui t'influencent beaucoup. Et c'est pas facile en fait d'avoir ce respect de soi et d'être aligné avec ce que l'on veut, quoi. Donc très respectable. Mais c'était une réflexion que j'ai mûrie parce qu'en fait, chose importante à dire, en fait, pendant ces 3 mois, je disais que j'ai appris beaucoup de choses. Une des choses que j'ai appris, c'était que si on voulait faire du marketing chez Google, c'est pas que c'était compliqué, mais que ça allait prendre plus de temps par exemple, si je commençais en sales chez Google, il va se passer beaucoup d'années avant qu'après je puisse basculer en marketing. Ouais. Parce que ça se fait pas comme ça, en fait. Okay. Enfin, quand on est formé pour être sales, c'est une expertise spécifique. Ils vont pas pouvoir nous basculer en marketing de sitôt parce que c'est aussi une expertise spécifique. Ouais. Donc en fait, c'était pas très stratégique pour moi. Oui. En fait, là, c'était aussi pragmatique quand même parce que je me suis dit, en fait, si je commence en sales, ça veut dire que je vais m'enfermer dans un métier de sales tech pendant au moins, 3, 4, 5 ans.
Et du coup, ça veut dire que je ne fais pas ce que je veux tout de suite. Ouais. Et ça, pour moi, c'était inenvisageable. Pour moi, c'était, il faut que je fasse un truc que j'aime tout de suite. Je ne peux pas me permettre de dire, je mets ma vie entre parenthèses pendant 5 ans pour faire un truc bof, pour arriver à mes fins. Genre, moi, je veux arriver à mes fins maintenant, tout de suite. C'est marrant ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont ce plan-là. Ouais. hein. Bah oui, je La sais. plupart des gens en école, c'est ah, j'aime pas trop, et bon, je fais ça, et puis après. Mais moi, je peux Ça pas, parce que sinon, viendra. je suis pas heureuse dans ma vie, en fait. Enfin, le pro a peut-être parfois trop d'influence sur comment je me sens dans ma vie. Je comprends. Et du coup, si je fais un job qui ne me plaît pas, ma vie perso, c'est cata à côté. Donc, Ok. Bah, Ok. c'est pas plus mal du coup parce que ça t'a fait Ouais. faire potentiellement les bons choix. Et après aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur le fait qu'on entend beaucoup parler du sales tech en ce moment, Ouais. que c'est un métier qui a le vent en poupe, c'est normal. Je sais pas si je vais débunker des trucs, mais Non, vas-y. en gros, c'est... Et no shame sur ces personnes, parce que vous êtes des personnes géniales et c'est très cool que vous fassiez ça, mais c'est un peu la voie la plus accessible, je trouve, pour entrer dans une big tech aujourd'hui. Oui. Ils recrutent beaucoup, Ouais. donc c'est une question aussi de quantité. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes, mais il y a beaucoup d'offres. Mm. Là où en marketing, il y a aussi beaucoup de demandes, mais il y a peu d'offres. Ouais. Et les marketeurs chez Google, c'est plutôt des personnes seniors, à l'exception de ce programme APMM, qui du coup est un graduate programme en marketing chez Google, mais c'est vraiment genre l'exception parmi la règle. Ok. Il y a zéro moyen de rentrer en marketing chez Google en tant que junior. Ah ouais. Or via ce programme, sauf si tu es embauché en externe via des agences qui te mettent à disposition de Google. Mais ça, c'est autre chose, t'es pas employé de Google. Ouais. Ok. Mais si tu veux rentrer dans la boîte employé de Google en marketing, c'est soit t'as de la chance, tu fais ce programme-là parce qu'il y a une ouverture de poste au même moment, mais c'est un programme qui est très très sélectif. Mhm. Soit en fait tu te dis bon bah je vais aller faire des sales pendant quelques années et c'est ok, c'est une autre stratégie et dans 5-6 ans je rebasculerai en marketing si j'en ai envie et si j'y arrive. Ok. Mais pour moi c'était pas envisageable de faire ça. Ou alors je vais faire du marketing dans une autre boîte et après je vais te Exactement. raccrocher avec. Tout à fait, ouais. avec Mais Google. moi ouais, je me savais que si je revenais chez Google, ce serait pas pour des sales parce Ouais. que je voulais pas passer 4-5 ans de ma vie à faire quelque chose où en fait c'est pas qu'il ne me plaît pas, mais c'est pas où j'avais envie d'être. Mhm. Donc voilà, je me disais si je reviens, c'est pour APMM, le truc marketing pour les personnes juniors, soit pour YouTube sur un poste de peut-être strategic partnerships, un peu comme ce que je faisais Ouais. chez Pinterest Ouais. À l'époque. Mais là encore, les places sont chères. Ouais, c'est très difficile de rentrer dans ce graduate programme. C'est une question? Oui. Oui, c'est une question. Oui. Ok. C'est compliqué parce que, pour parler de mon expérience personnelle, donc déjà avant, moi à l'époque quand je me renseignais sur ce programme, quand j'étais en stage chez Google, en fait il faut savoir que c'est un programme qui dure 2 ans. Ok. Quand tu rentres dans le programme, en fait tu diplômes de ce programme 2 ans après. Ce qui Ok. fait que les cohortes sont recrutées toutes les 2 ans globalement. Peut-être rapidement pour ceux qui savent pas Oui. ce que c'est, tu peux expliquer ce qu'est un graduate programme. Vous le ferez mieux que moi, non? On le fera mieux que toi. Tu le feras mieux que moi. Ouais, vas-y. Ok, bon bah Ouais. je sais Non, pas. mais oui. Non, mais Tu me corrigeras si je me trompe. Non, parce qu'en fait, au pire, si tu veux, on mettra un bandeau, hein, au pire. hein. Bon, Fais-le, ouais. mais celui de Google a des spécificités, Mm. donc je peux ajuster après Ouais. ton explication. Ouais, globalement, c'est un programme où tu signes un CDI dans une grande boîte. Donc, il y en a plein. Il y a Google, il y a LVMH, il y a L'Oréal. Enfin, il y a plein de grosses boîtes qui en proposent, même dans le conseil et dans la Ouais. finance. T'es formé, entre guillemets, pendant, ça peut être 1 an ou 2 ans, ça dépend des graduates, voire même 3 ans, je crois, il y en a. Et en gros, tu vas normalement tourner sur différents postes de management. Par exemple, tu vas faire de la supply, du marketing et un autre poste. Et à l'issue de ces 2-3 ans, bah, tu accèdes directement à un poste à responsabilité avec du management derrière. Exactement. Il est très- C'est super clair comme Il explication. est super doué. Celui de Google est un peu différent parce que du coup, Ouais. vu que c'est un programme, enfin, déjà c'est pas intitulé graduate programme, mais dans les faits c'est ça. C'est juste que vu que c'est que du marketing, il y aura pas de rotation entre différentes Ouais. fonctions comme la supply, la finance, le marketing. Normalement, c'est un programme où tu as des rotations. Par contre, sur ce qu'on appelle nous des product areas. Donc par exemple, tu peux faire du marketing chez YouTube, mais tu Mhm. peux aussi faire du marketing chez Google. Tu peux aussi faire du marketing chez Google Cloud. Enfin, tu peux bouger Ouais. un peu d'équipe. Mhm. À l'époque, c'était même un programme rotationnel où tu bougeais tu faisais 1 an en France, après tu partais 1 an aux US dans une autre équipe. Souvent, tu changes de pays. Ouais, Ça a changé effectivement. aujourd'hui, c'est plus le cas aujourd'hui, il faut que tu restes dans ton marché. En Mhm. tout cas, le programme est tel quel aujourd'hui en 2025. Mhm. Mais je viens de faire des bruits de bouche horribles là. Ah, Vous j'ai couperez. entendu. J'ai pas entendu. Ouais. Pas entendu. Ça se trouve, ça s'entendra pas. Mais Ça se trouve, ils vont adorer aussi. ASMR. Du coup, ouais, petite spécificité. Donc, c'est vraiment que du marketing, ce graduate-là. Et moi, j'ai une spécificité dans la spécificité parce que quand je suis rentrée dans ce programme en août 2024, j'étais la seule APMM à rejoindre le programme dans le bureau de Paris en 2024. Mhm. Et vu que la rotation,
c'est technique, mais quand tu changes d'équipe ou de assignment, comme ils appellent ça, au bout d'un an, t'es censé switcher avec quelqu'un. Ouais. C'est pas juste tu vas faire autre chose, c'est tu vas faire autre chose, mais en fait la personne te remplace. Bah moi en fait j'ai personne avec qui tourner. Ouais. Mais on m'avait prévenu quand j'étais recrutée que du coup moi ça serait YouTube pendant 2 ans. Et ça te dérange pas, ouais, voilà. Trop bien. Mais tu me disais sur la difficulté du coup à intégrer le programme pour revenir là-dessus. Donc moi quand j'ai postulé, pour donner peut-être un peu des ordres de grandeur, enfin il y avait un seul poste à Paris pour YouTube. Ok. Et c'était, enfin, non, il y avait un seul poste de APMM à Paris sur tout le monde, toutes les équipes, et c'était pour YouTube en l'occurrence. Ouais. Donc en fait, enfin, quand j'ai vu cette offre, parce que du coup j'avais à l'époque des petites alertes Google Carrière comme pour le stage, quand j'ai vu APMM YouTube à Paris, je me suis dit il y a aucun moyen pour que ce ne soit pas pour moi. Ce poste est fait pour moi et je vais me battre pour que ce soit le cas. Ouais. Ok. Et on a skip peut-être une partie. Oui. Excuse-moi. Non, mais je viens d'y repenser. Parce que du coup, entre-temps, avant ça, est-ce que t'as postulé après TikTok? Parce que t'es allé chez TikTok aussi entre-temps. Ou d'abord t'es allé chez TikTok et ensuite t'as postulé? Donc du coup, déjà, entre la fin de ce stage chez Google, il y a eu mon retour à HEC pendant 1 an pour le master média art et création. Ouais. Master que j'ai choisi par choix de cœur. Parce qu'en fait, j'avais déjà un CV assez fourni en termes de tech companies. Et c'était... En vrai, ça s'est vraiment fait. Enfin, je pense que si vous écoutez ce passage là depuis le début, vous avez compris que ça s'est fait un peu au fil de l'eau, quoi. C'était pas très strat. Je m'étais pas dit ok, je vais faire un bingo de la tech comme mes potes me le disent. Donc ouais, au fil de l'eau, et du coup je suis retournée à HEC. Je me suis dit je vais faire ce master parce que bah moi j'aime bien tout ce qui est concert, musée. Ça ajoutera un peu un petit peps, tu vois, à mon CV. Un élément différenciant aussi parce que tout le monde n'a pas ce master. Ouais, voilà. Parce qu'il y avait aussi du coup dans ma tête l'option de faire le master, la majeure digitale à HEC. Et finalement je me suis dit bah est-ce que ça va vraiment m'apporter une valeur ajoutée de ouf, sachant que tu bosses dans le digital, ouais, c'est vrai. Et en fait non, et je pense que j'ai fait la bonne décision et j'ai adoré ce master. J'ai appris plein de choses qui me servent pas forcément au quotidien de ce que je fais aujourd'hui, mais des choses hyper intéressantes sur le marché de l'édition, l'industrie du cinéma. Qu'est-ce que c'est faire de la programmation dans une salle de concert, donc peut-être des choses qui me resserviront dans quelques temps, qui sait. Tu feras des ponts. Peut-être. Le studio cinéma de YouTube. En plus, il y a des projets un peu comme ça, c'est marrant. Parfait. On va me prendre en stratégiste. Donc je retourne à HEC, ça se passe bien, et donc je commence à chercher un taf pour après HEC. Elle t'aime bien. Elle est là depuis quand, elle? En printemps 2023, sachant que je diplômais juin 2023. Moi. Ouais. Et je commence à chercher. En fait, ça coïncide avec un moment où la tech, n'a pas trop le vent en poupe. Il y a plusieurs vagues de licenciements dans plein d'entreprises tech. Et du coup, il y a peu d'offres, mais vraiment peu d'offres. C'était dû à quoi? C'était conjoncturel? Il y avait eu un événement particulier? Tu te souviens? Tu sais plus? Ok. Non, je sais plus. Ok. Mais bon, peu d'offres. Vraiment, manque d'habitude déjà que. Souvent, il n'y en a pas non plus 10 000. Il y en avait vraiment pas beaucoup. Donc, j'arrive à un moment où le marché du travail, il est pas forcément en ma faveur. Et donc, je me dis, bon, je vais ouvrir un peu mes perspectives. Et là, en fait, je tombe sur un stage de fin d'études chez TikTok. Et je me dis, en vrai, le poste a l'air vraiment stylé. Donc, allons-y. Je passe les entretiens, je vois comment je le sens, je vois le salaire. Et si c'est OK, je suis prête à faire un stage de fin d'études. Okay. Sachant que j'avais déjà fait 3 stages. Donc, je me disais, bon, à un moment, ma grande, il va falloir pas signer le CDI, quoi. Mais je me dis, ok, le salaire était bien, donc je me dis, let's go. Ouais. C'était combien le salaire en stage chez TikTok? Si je dis pas de bêtises, c'était 2400 € brut par mois. Ah oui, donc c'est un salaire de quasi CDI, ça. Mais c'était moins bien que mon salaire de stagiaire chez Google. Mais ça, je le dirais pas. Ok, d'accord. Non, mais les stagiaires chez Google sont vraiment très bien payés. C'est vrai qu'on t'avait pas demandé. Ok, c'était moins bien. Donc, vous chercherez, il y a des infos de partout. En stage chez Google, vous gagnez plus de 2400 €. Voilà, on peut dire ça. On peut dire ça. Ok. Du coup, je passe les entretiens et vu que le salaire était bien et que le travail, enfin la fiche de poste me disait bien, m'intéressait, je me suis dit let's go. Donc je commence ce stage en mai-juin 2023 et donc je fais 6 mois jusqu'en novembre 2023. C'était quoi l'intitulé du poste du coup? Content Programming Intern, il me semble. Donc pour expliquer ça de façon plutôt claire, comment je peux vous expliquer? C'était plutôt un poste entre Bon, il y avait programmation dans le mot, mais c'est vraiment plutôt ce qui touchait à la curation du contenu sur l'application et aux messages qu'on transmettait aux utilisateurs, par exemple via les push notifications, via certains widgets, via certaines landing pages. Donc c'est un peu tous les outils dont TikTok dispose sur leur app
pour envoyer des messages aux utilisateurs, petites notifs. Améliorer l'UX un peu ou c'est plus pour des call to action? Ouais. Enfin, mon rôle n'était pas d'améliorer l'UX, mais enfin, j'avais vraiment les mains derrière les outils qui étaient genre la notif, vous avez reçu une réponse à votre commentaire. Ouais, un peu, ouais, ça pouvait en faire partie. Ça, c'est pas moi qui m'occupais de ça, moi c'était des trucs un peu plus précis, mais par exemple, on avait des pages de hashtags spécifiques, par exemple, qu'est-ce que je peux dire, j'ai pas envie de dire des bêtises. On avait un hashtag Tour de France parce que il y avait une certaine, je sais plus si c'était un partenariat, mais il y avait un moment Tour de France assez important sur TikTok. Ouais. Et du coup, nous, on essayait de voir comment on pouvait essayer de faire remonter auprès de nos utilisateurs affinitaires avec du contenu sportif, leur faire remonter des contenus qui parlaient du Tour de France. Okay. Et du coup, moi, j'envoyais des push notifications à des cohortes d'utilisateurs précises que je programmais pour être sûr que ça soit envoyé aux bons utilisateurs. En mode, on va essayer de targeter des hommes qui aiment le sport, mais aussi des femmes. Enfin bref, j'avais un travail de persona, du coup, création de persona. Donc tu retrouvais une partie un peu marketing. Oui, et il y avait aussi beaucoup de copywriting. Donc ça, j'aimais bien. Cool. Rédiger un peu avec le tone of voice de TikTok, comment on s'adresse à nos utilisateurs. C'est marrant, j'aurais cru que c'était l'algorithme qui faisait ça naturellement. C'est 99% c'est l'algorithme, mais... Et 1% c'est Camille Grand. Voilà. Non, mais voilà, enfin, il y a une curation minime, mais bien sûr qu'il y a une curation. Quand vous cliquez sur un hashtag sur TikTok, vous êtes redirigé vers une page de hashtag. Sous ce hashtag, il y a une petite description qui est parfois localisée ou non, mais sur les hashtags qui sont importants ou qui sont même uniques, propres à un marché, vous allez avoir une petite description bienvenue sur le hashtag officiel du Tour de France. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs contenus sportifs de cette nouvelle édition. Et puis du coup, en dessous, tu retrouves tous les contenus avec du coup le hashtag Tour de France. C'est vous qui rédigez l'espèce de gros dossier de TikTok sur la content creation ou qu'est-ce qui fonctionne, les tendances, etc. et tout? Alors je ne connais Enfin, je sais. C'est récent, ça. C'est récent. Une sorte de rapport. Ouais, de qu'est-ce qui fonctionne. Mais il y a des vidéos et tout. Quand tu vas dans TikTok Studio, t'as des vidéos. Ah oui, alors etc., moi, ça a pu encore changer. Moi, à l'époque, je ne faisais pas ça. Okay. Mais oui, j'imagine que c'est des équipes en interne. Tu n'as pas la connaissance sur l'algorithme. Comment ça marche? Comment on fait du contenu viral? Non. Craquer juste voilà. Malheureusement. Sinon, je m'en servirais pour mes propres projets personnels, mais. Bon bah TikTok, poubelle, on va passer à YouTube. Ok. Et du coup, t'as aimé ce stage, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que t'en as ressorti? Ouais. Alors c'était 6 mois où j'ai appris des choses différentes de mes expériences précédentes, mais c'était un job qui était pas external facing. J'avais pas de réunion avec des partenaires ou des clients externes. Vraiment, je n'écrivais pas de mail parce que j'avais pas de communication externe en fait. Donc c'était que des pings avec les collègues avec lesquels je bossais. Je me souviens du jour où je suis arrivée qui m'ont dit non mais t'as une adresse mail mais tu vas pas t'en servir. Je me suis dit mais comment ça? En fait vu que mon job c'était que de l'interne. Enfin, pas que de l'interne, parce que c'était pour de l'externe, mais que c'était tout dans les tuyaux internes, on peut dire. Back-end, un peu, ouais, exactement. J'avais pas d'intérêt à aller contacter Lena Situation parce que c'est pas mon rôle quoi. Oui, alors que tu voulais. T'as pas retrouvé le petit truc de Pinterest quoi, tu vois. Exactement, ouais. C'était l'opposé de Pinterest en termes de job parce que Pinterest c'était. Enfin, j'allais chercher des gens en dehors de l'appli. Ouais, y a pas ce contact, là, je m'adressais à des users qui étaient déjà sur l'appli, mais. Ouais, c'était pas la même chose, ok. Donc en fait ça s'est bien passé, j'ai appris plein de choses en termes de copywriting par exemple, c'est des choses que j'avais pas trop fait avant et j'aimais bien ce côté un peu créa de pouvoir être la personne qui va s'adresser aux utilisateurs avec le tone of voice de TikTok. Mais du coup après 6 mois j'ai estimé avoir fait à peu près le tour et en plus, il n'y avait pas d'ouverture de poste de leur côté, donc en fait, je pense que c'était un signe du destin. Enfin, il n'y avait pas forcément une énorme envie de mon côté de convertir, et ils n'avaient pas de poste à me proposer à ce moment-là, donc l'aventure s'est terminée comme ça, quoi. Ok. Et ton CDI, du coup, tu le trouves comment après? Oh, wow. Toujours pas. Faut attendre un peu. On a du temps ou pas? Ouais, il nous reste une vingtaine de minutes là encore. Ok, bon ça va en vrai parce que j'ai pas non plus. Du coup, la recherche du CDI. Donc moi j'ai quitté TikTok en novembre 2023, donc on approche la fin d'année, la période des fêtes, et je me dis que je vais quand même me prendre une petite pause parce que c'était quand même une année et demie assez intense qui venait de s'écouler entre tous les stages de césure, le master, l'enchaînement avec le stage de fin de césure, de fin d'études, pardon. Donc je me suis dit je vais prendre une petite pause, donc j'ai un peu voyagé, je suis allée voir une copine à Milan, j'ai passé les fêtes en famille, etc. Et je commence à quand même un peu chercher en décembre, et là je me rends compte que je sentais que ça allait prendre plus de temps que prévu. Du coup, j'avais un appart, une chambre dans une coloc à Paris, je la sous-loue en me disant
vas-y, je la mets en sous-loc, comme ça je paye pas le loyer et on voit comment ça se profile. Donc je passe un mois et demi chez mes parents, 2 mois, et là je me dis bon, j'aimerais quand même bien retourner à Paris, parce que mes amis me manquent, j'ai envie aussi de retrouver une routine. Du coup, je retourne à Paris, mais j'avais toujours pas de job. Et là je me dis en fait il va falloir payer le loyer, hein, parce que moi ça fait bien longtemps que mes parents ne m'aident plus à payer mon loyer, donc je me suis dit en vrai ça va passer par un job alimentaire, enfin de toute façon il y a 0 autre option. Et là en vrai plutôt un bon coup de chance, parce que je vois passer une story Instagram d'une personne que je connais de près, de loin, qui du coup annonce qu'elle recherche quelqu'un pour rejoindre les équipes de vente d'une marque de basket aux Galeries Lafayette. Ok. Et du coup, je réponds à sa story, je lui dis en vrai, je peux être trop intéressée, machin. Et du coup, je passe un entretien et ça le fait. En plus, le salaire était cool, donc bingo. Franchement, j'avais trouvé un peu une offre de rêve aux galeries. C'était sur un corner, donc j'étais pas employée des Galeries Lafayette. Ok, ouais. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. C'était employé de la marque qui avait le corner. Ouais. Exactement. Et les horaires étaient vraiment cool, parce que c'était un 35 heures. Donc 10, 17 ou 13h30, 20h30. Ce qui me permettait vraiment de prendre du temps pour moi. Prendre du temps pour mes recherches et prendre du temps pour faire des choses avec mes amis. Et c'est une période qui en fait m'a fait beaucoup de bien, parce que je travaillais, j'étais pas à plaindre en termes de salaire, et je vivais un peu ma meilleure vie, quoi. Ouais. Après j'avais quand même ce truc de le regard des autres. Je suis une personne qui m'affranchit assez facilement du regard des autres, mais là je me disais quand même, il y avait vraiment peu de personnes qui savaient que je bossais aux Galeries Lafayette à ce moment-là. C'était aussi une période du coup je postais rien sur Insta, alors que les personnes qui me connaissent savent que j'adore mettre des stories et tout. Okay. C'était encore ce truc d'HEC, j'ai fait HEC, je me retrouve là, c'est ça? Ouais, parce que j'avais vu ça dans une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Théo Lyon. Oui. Je sais pas si tu connais. Et justement, il disait que ce qu'il retient le plus d'HEC, au-delà de tout ce qui est salaire, machin, tout ça, c'est vraiment ce côté exposition à l'ambition. C'est-à-dire que quand t'arrives là-dedans, tu te dis, je peux pas me contenter de peu, ou de choses qui sont pas, tu vois. Exactement. C'est ce que je vous disais. Ça fait écho à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait de vouloir bosser dans la culture, mais avec des salaires qui sont peut-être en dessous des attentes qu'on a quand on est à HEC. Mais oui, totalement. Enfin, j'avais vraiment ce truc de me dire dissonance cognitive de meuf, t'as fait HEC, t'as un prêt à rembourser, et là t'es en train de vendre des baskets aux Galeries Lafayette. Ouais, mais est-ce qu'à ce moment-là, du coup, tu charbonnes quand même les recherches d'emploi? Ah oui. Ou t'es un peu non. Je prends mon temps. Je charbonne, et en signant, c'était un CDD pour les galeries. Je me dis vraiment, c'était un CDD, je crois, de 4-5 mois. Okay. Et je me dis, non, mais de toute façon, ça va durer 1 mois cette histoire. Hein, Avant la période d'essai, je serais partie. Spoiler alert, non. Mais 4 ans. Heureusement, ça s'est quand même assez vite débloqué, parce que du coup, je commence à bosser aux Galeries Lafayette fin janvier, je crois. Et en fait, en février, il y a cette offre APMM YouTube à Paris qui sort. Et là, je me dis, la lumière au bout du tunnel, en fait. Ouais. Et c'est ce que je vous disais, je me dis, ok, là, c'est un signe du destin. Genre, vraiment. Je suis sérieuse quand je dis ça. Hein. Je me suis dit, mais en fait, ils viennent de la publier pour moi. Ils viennent juste me chercher, je suis là. Le process de compliance, ils font croire qu'ils reçoivent d'autres candidats. C'est une histoire de ouf par rapport à ça, parce que du coup, je postule avec Referral, encore une fois, pour mettre toutes les chances de mon côté, parce que c'était une offre en externe, hein, donc je fais le process comme je l'aurais fait pour le stage, donc je me fais coopter pour essayer de pousser le screening, et en fait, je crois 3-4 jours après, je reçois un mail de refus. Non. Ok, coup dur. Gros coup dur. Et j'en parle à une amie qui bossait chez Google à l'époque en sales à Dublin. Elle me dit non, mais je pense que c'est normal, parce que à mon avis ils vont privilégier quelqu'un en interne, parce que y a beaucoup de gens qui veulent faire du marketing, c'est ce que je vous racontais avant, etc. Et en ce moment, vu qu'il y a moins d'ouverture de postes, ils privilégient les basculements comme ça en interne. Du coup, je me dis ok. Mais en fait, à l'époque, non, je vais pas vous raconter ces détails, mais en fait, quelques mois plus tôt, j'avais repassé un entretien pour Sales Tech à Dublin, un peu par élan de panique, en me disant là j'ai rien, il faut que... Enfin, c'était horrible. Ouais. Et du coup, j'avais été en contact avec une RH à laquelle j'avais dit, moi, mon programme de rêve, c'est APMM. Pire chose à faire quand tu postules pour un job de Sales Tech. Hein. Au moins, t'as été mais c'était proche. Vraiment de l'auto-sabotage. Ouais, inconscient. Mais inconscient, mais du coup les entretiens je les avais pas préparés, tu vois, vraiment j'y suis allée juste pour faire genre je passe les entretiens. J'ai pas eu le job de Sales Tech évidemment, mais la RH avait entendu, je pense que j'avais ce truc de elle veut faire le programme APMM. Ouais. Du coup, moi ma théorie c'est que j'ai reçu le mail de refus, je sais pas pourquoi, enfin soit erreur du système, soit le screening est pas passé pour X raison, mais que peut-être vu que cette RH là, je lui avais dit que APMM ça m'intéressait, il me semble que je lui avais fait refaire un petit mail peut-être dans la semaine en mode hello, j'ai vu qu'il y avait un poste, si jamais. Bref, il y a eu un truc bizarre, mais en tout cas
quelques semaines après ce mail de refus, j'ai été contactée pour passer les entretiens. Il y a la folie quand même. Le destin. Oui, bah oui. T'as fermé la porte, t'es quand même passé par la fenêtre, quoi. Exactement. C'est ça. Du coup, pour accélérer un peu là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé avant, mais process d'entretien assez intense. Ouais. Je me souviens du call avec la RH qui me dit, ok, mais du coup, je vois que t'as postulé à la fois pour le poste YouTube Paris, mais t'as aussi postulé pour un poste d'APMM à Dublin. Elle me dit, à Paris, on recrute qu'une seule personne et c'est pour YouTube. À Dublin, c'est 6 personnes. Elle me fait comprendre qu'en gros, Paris, ça va être méga compétitif, parce qu'il y a qu'un poste. Elle me dit, mais du coup, tu préfères quoi? J'avais pas trop préparé cette question, mais en fait, je lui ai dit, bah non, honnêtement, moi, c'est pour Paris, parce que, moi, YouTube, c'est mon rêve. Ouais. Et après, je dis, si on peut mettre Dublin en V2, je suis pas fermée, mais, parce que je l'aurais pris si j'avais pas eu Paris, YouTube. Mais là, c'était un peu encore une fois une prise de risque. Parce que peut-être la personne pragmatique qui veut juste faire du marketing, pas juste faire du marketing, mais qui veut faire du marketing chez Google, va se dire, bon, pour mettre toutes les chances de mon côté, on va peut-être partir sur Dublin, ce qui recrute 6 personnes. Moi, j'étais persuadée que, c'est la création de contenu qui me drive, donc il fallait que j'ai ce poste au sein des équipes YouTube. Ouais. Ok, du coup, t'arrives, entretien, c'est difficile? Je les avais énormément préparés. Ouais. Ceux-là. Ouais, ceux-là, oui, parce que c'était le job de mes rêves. Donc non, je les ai pas trouvés difficiles. C'était quoi? C'est pareil, un peu comme pour le stage où t'as du fit. Ouais, exactement. Là, il y avait 3 entretiens au total, mais c'était réparti en 2 phases. Pas énorme. Les 2 premiers entretiens, c'était avec des personnes qui sont toujours chez Google en marketing aujourd'hui, mais qui ont fait le programme il y a 10, 15, parce que le programme a 18 ans, je crois. Okay. Donc, des anciens IPMM qui, du coup, te font passer un entretien, donc 2 entretiens. Si tu es validé par ces 2 personnes-là, on t'envoie une étude de cas, un truc à préparer, une sorte de rapport à rendre, soit tu rends 3 slides, soit tu rends une page rédigée. Et après, avec cette étude de cas vient du coup l'entretien final, avec du coup normalement la hiring manager. Donc moi en l'occurrence c'était la personne qui me manage aujourd'hui, qui m'a vu en dernier, et qui du coup te pose plein de questions. Moi du coup c'était vraiment centré plutôt sur YouTube, le dernier entretien, parce qu'il y avait vraiment cette spécificité de on veut un APMM mais c'est pour YouTube. Donc moi j'étais ravie de pouvoir parler de tout ce qui m'anime sur cette plateforme. Et les 2 entretiens étaient plutôt classico-classiques, faire du marketing chez Google. Mais alors du coup c'est quoi faire du marketing chez YouTube en l'occurrence? La grande question que tout le monde se pose. C'est une vaste question. Peut-être pour essayer de poser les bases. Donc déjà, moi je suis dans l'équipe marketing YouTube B2C. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas du côté ads. Parce que encore une fois, quand on pense à marketing en tech, on pense B2B plutôt. Moi je suis B2C, donc c'est du marketing à destination de nos utilisateurs, mais aussi des créateurs et créatrices de contenu, qui sont une partie un peu spécifique de notre base d'utilisateurs. Donc ça, c'est le premier point à avoir en tête. Et le deuxième point, c'est que le marketing chez YouTube et chez Google d'ailleurs est divisé en 3 niveaux. Donc il y a les équipes globales ou centrales qui gèrent la stratégie marketing à l'échelle du monde entier. Ensuite, ça ruisselle vers les équipes régionales. Donc en l'occurrence, pour nous, c'est EMEA, Europe, Middle East, Africa. Et ensuite, ça ruisselle vers des équipes locales, comme la France. Et moi, je fais partie du coup de l'équipe marketing locale de YouTube. Et au sein de cette équipe marketing locale, donc on est une équipe de 6-7 personnes, ce qui est une équipe, c'est assez petit, je pense, en termes d'effectifs. Et du coup, entre les différentes personnes, on va se rétablir un peu les projets en fonction des grandes familles de marketing au sein de YouTube. Et donc moi, en l'occurrence, je m'occupe à la fois de 3 initiatives, on va dire, 3 product areas. Donc j'ai une initiative creator marketing, avec le podcast Elles font YouTube, qui est un podcast qu'on a lancé il y a maintenant 3 ans, un podcast qui est créé par des créatrices de contenu pour des créatrices de contenu, qui est enregistré dans le studio chez Google, puisqu'on a des studios de tournage au bureau, c'est plutôt cool. Et du coup, donc c'est un projet qui a pour but de empower les femmes créatrices à créer plus de contenu sur YouTube, ou à créer tout court, parce qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas sauter le pas. Et donc là on a terminé la saison 2 récemment avec un dernier épisode qui est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, avec Mélanie de Charles et Mélanie, qui nous parle de son parcours en tant que femme créatrice de contenu, mais au sein d'un duo, puisque sa chaîne du coup c'est une chaîne où c'est une chaîne qu'elle partage avec son mec Charles. Et donc là en ce moment je travaille à fond sur le lancement de la saison 3. On a tourné le premier épisode il y a pas très longtemps, mais la saison sortira en septembre.
Donc voilà, nouvelle saison avec une nouvelle host et un nouveau format. Ok. Donc ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Mais Trop bien. tu te dis que tu t'es en charge de Ouais. ce projet-là, mais tu fais quoi concrètement là-dedans? C'est du project management, donc D'accord. beaucoup de gestion de projet. On travaille avec une agence qui va nous aider sur la partie prog. Mais du coup, moi, j'ai quand même toute cette gestion de projet et aussi un regard sur l'édito. La construction de la trame, la stratégie, le go-to-market des épisodes, D'accord. Donc il y a plein de choses en fait. Et Ok. du coup, j'imagine que t'as pas de journée un peu type. Ah ouais, non, j'ai vu cette question sur la trame, Ouais. impossible de vous répondre. Ok. Donc ça, ouais, creator marketing, c'est un de mes premiers piliers sur lesquels je travaille avec une collègue. Le deuxième pilier, ça serait le brand marketing. Mhm. Donc c'est toutes les initiatives marketing qui touchent à l'image de marque de Ok. YouTube en France. Donc par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 23 avril 2025 Ouais. et aujourd'hui même, YouTube fête ses 20 ans. J'ai vu un petit truc sur, Voilà. sur YouTube. Marrant. Donc j'ai bossé sur plusieurs choses autour des 20 ans de YouTube Ok. qui vont en fait être célébrées tout au long de l'année 2025, mais journée assez importante aujourd'hui. Voilà. Bonne anniv. Merci. Donc ça, ouais, voilà, brand marketing. Et enfin, je bosse aussi sur la partie YouTube Music and Mhm. Premium. Ok. Donc c'est tout le marketing autour des abonnements. D'accord. Donc comment on arrive à augmenter notre base d'abonnés en France sur les abonnements musique, premium, comment on communique auprès des abonnés, des personnes qui font des essais gratuits, etc. Ok. Ok. Et juste comme ça, est-ce que ta partie préférée serait pas la première par hasard? Si. Tiens. Tiens, Ouais, non, mais tiens. j'adore. Elles font YouTube, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur par les valeurs qu'il porte. Enfin, c'est un projet qui est féministe. C'est une exception française aussi. C'est un pilote qui a été lancé en France il y a 3 ans. Ok. Et on est, je crois, le seul pays à avoir un podcast créé par des créatrices pour des créatrices. Donc c'est une initiative assez unique. Mhm. Et on est du coup au contact des créatrices. Enfin, c'est hyper enrichissant, je trouve. Et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et que je vais continuer du coup de creuser sur cette saison 3 qui sortira à partir de septembre et que je vous invite à aller regarder. Ok. Plaisir. On Sur la mettra- chaîne YouTube Créateur. On pourra te le mettre en description. Ouais, trop bien. Peut-être qu'on dira un peu si on a un tout petit peu le temps Ouais. après. C'est quoi les avantages à être du coup dans une boîte comme YouTube ou Google, Ouais. un groupe comme Google? Il y en a beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de mythes autour de ces boîtes. Souvent, ils se confirment. Parfois, ils sont un peu... Comment dire, exacerbés. Enfin, Ouais. c'est pas la vision proche de la réalité, mais il y a des trucs qui sont vraiment très cool. Enfin, pour vous parler de moi, mon expérience au bureau de Paris, on a une super cantine. Ok. Pour le petit déjeuner, le déjeuner Ok. et le dîner. Ouais. Et on a plusieurs... Enfin, c'est des restaurants presque, et c'est gratuit. Mhm. Et on peut ramener Ah des oui. invités aussi. Ah oui. enfin, Ok. Et tout est gratuit. Ah, on va Ok. manger là après, j'ai faim. Let's go. Donc, C'est à 20 minutes à pied en plus, elle a dit. Le cadre de travail est génial. On a aussi une salle de sport, Ok. enfin même 2, gratuites. Mhm. Ok. On a des snacks gratuits. Ouais. Enfin, on a un barista. Non, mais là, j'adore la nourriture, j'adore manger, et c'est pour ça que je vous liste ça en premier. Mais ouais, on a littéralement un barista comme un mini coffee shop. Ok. Oh, trop Et cool. du coup, je bois des matchas latte tous les jours, Ah, trop bien. gratuitement. Bah, ça me fait un pont parfait parce que j'avais noté une de mes questions, c'était autour de la culture Ouais. de la boîte, de Google. On entend beaucoup de choses très positives justement Ouais. sur le fait qu'ils essayent d'imprégner une vraie culture start-up, etc., avec beaucoup d'avantages. Et du coup, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut retenir, des valeurs, je sais pas, qui transpirent de la boîte, qui peuvent aider pour réussir les entretiens? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence si on doit retenir des valeurs, des éléments propres à Google? Ok. Bah, je dirais déjà ouverture culturelle. Ouais. Enfin, c'est une boîte américaine, mais aussi une boîte globale. Enfin, Google, c'est dans tous les marchés, presque tous les pays. Enfin, du coup, montrer qu'on a cette appétence, aux cultures et à l'international. Enfin, c'est génial, quoi. Parce que moi, au quotidien, je travaille quand même beaucoup main dans la main avec mes homologues au UK, en Allemagne, avec les équipes régionales qui sont basées à Londres, mais aussi avec les US. Donc, en fait, le fait de montrer qu'on est hyper intéressé par ces échanges internationaux et tout. Enfin, Ouais. je sais pas trop comment le formuler, mais ouverture culturelle, je dirais, et envie, montrer qu'on sait bien parler anglais Ouais. aussi, que c'est quelque chose qui nous anime, etc. Ensuite, je pense que je sais pas trop comment le formuler de façon simple en français, mais peut-être la proactivité et de montrer que t'es prêt à dépasser ce qu'on attend de toi. Ouais. Pas juste s'arrêter en mode mon taf est fait, au revoir, je vais faire mon ordi, Donc, mais une vraie force de proposition. exactement. au-delà de ça. Chez Google, il y a un truc qui s'appelle les 20% Project. Ok. Donc, c'est des projets auxquels tu peux postuler, entre guillemets,
en plus de ton job. Ok. Donc, par exemple, tu vas dire, OK, mon job, je le fais bien. On peut le réduire à 80% de mon temps. Et les 20% de mon temps restant la semaine au travail, je vais les consacrer à aider l'équipe YouTube sur le podcast Elles font YouTube parce qu'ils ont un besoin à ce moment-là. Ok. Ok. Et du coup, on peut accueillir temporairement pendant 6 mois une personne, je dis n'importe quoi, oui, qui fait des sales à Dublin et qui en fait à distance nous aide sur l'édito de Elles font YouTube pour la saison 4, par exemple. Le truc cool qu'il y a dans ça, c'est que hier même, bah, du coup, il sera pas sorti parce que peut-être il y aura une différence entre les deux, mais on discutait avec notre invité du présentéisme Ouais. qu'il peut y avoir dans certaines Ouais. boîtes. Et du coup, là, tout est fait pour Oula. vraiment Bah, c'est- s'opposer à ça, quoi. Il n'y a pas du tout de présentéisme, mais moi, c'est aussi ce que j'apprécie. Enfin, ils nous font confiance, on gère notre Stylé, charge de ça. travail, on peut télétravailler plutôt librement. Mhm. Ok. Donc franchement, ça c'est chouette. Et moi, je pourrais plus revenir en arrière. Et Ouais. pour Faire moi, un point le sur ça. présentiel au bureau du lundi au vendredi, c'est compliqué, je pense, pour Ouais. moi. T'aimes bien chez toi. Bah, du coup- Non. En vrai, non, parce que quand t'as un bureau comme celui de Google, Ouais. t'as envie d'y passer le plus de temps possible. Mais c'est bien d'avoir l'option de rester chez toi Ouais, si bien pour sûr. une raison T'as t'as un besoin. rendez-vous médical ou autre. Exactement. C'est plus simple. C'est très stylé ça. C'est quoi tes horaires en tant que marketeur chez Google? Ouais. Marketeuse? Alors encore une fois, ça varie vraiment en fonction de la charge de travail. Ouais. En moyenne, je dirais le matin, j'arrive entre 9h et 10h. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Et le soir, je pars entre 17h30 et 18h30. Ok. Pareil, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Ok, maintenant on va se parler d'une question plus taboue. Oula. Combien on gagne du coup chez YouTube en l'occurrence Ok. en marketing? Moi, du coup, j'ai vraiment préparé cette question. Ouais. Non, mais moi, j'ai aucun problème à parler d'argent, mais je vais quand même vous donner une fourchette parce Oui. que, en fait, les salaires évoluent aussi d'année en année. Mais moi, quand je suis rentrée en août 2024, j'étais à plus de 50 000 bruts par an. Ok, Et c'était mon premier job. ok. Ok. C'est pas mal. Voilà. Et pour le programme IPMM, c'est des salaires qui sont lissés Mhm. en fonction de chaque marché. Donc, c'est pas, tu peux pas le négocier. Ok. Ok. C'est des salaires qui sont quand même intéressants parce qu'en Oui. marketing, c'est des salaires, enfin, on est plutôt proche des souvent 35 000 euros annuels, etc. Donc c'est quand même pas mal. Ouais. Non, je suis- Avec, j'imagine, plein d'avantages aussi liés au fait d'être dans un grand groupe en Exactement. intéressement, participation. Parce que là, du coup, je parle Un de bon mon salaire CSE. brut, enfin fixe et brut. Ouais. Enfin, salaire fixe, c'est la partie. Mais oui, en effet, j'ai un variable aussi Mhm. qui correspond à un pourcentage de mon salaire brut annuel. Ok, Pourcentage qui peut être ajusté en fonction de Ça- ma performance. ok. Et après, j'ai les actions, Ouais, intéressement et participation. ouais. Donc ça. Donc c'est ça plutôt fait- très bien. Je suis pas du tout à plaindre et je me sens Ouais. extrêmement chanceuse de pouvoir commencer à un niveau de salaire comme celui-là à mon âge. Mhm. Mais encore une fois, je le redis, pour moi, c'est pas ce qui fait tout, quoi. Enfin, c'est génial et heureusement, et je me sens hyper chanceuse et j'ai travaillé pour ça, Mm. évidemment. Mais ça fait pas tout. Ok. Et alors, parcours de fou, des stages dans des très belles boîtes de la tech, eBay, Pinterest, TikTok et maintenant YouTube. Mhm. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence du coup? D'ailleurs, t'es la seule en France 2024 à être au sein du APL. Oui, quand qu'on même. vous ramène quand même. Quand même. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi quand même pour réussir à décrocher tous ces stages, tous ces jobs et ce CDI en graduate à la Ouais. fin? Bah, du coup, je pense que mes prises de risque ont payé. Mhm. Je dirais pas que c'est ça qui a fait la différence, mais en tout cas, c'était risqué et ça aurait pu ne pas fonctionner, mais en tout cas, ça a fonctionné. Je me dis, franchement, j'ai bien fait. Après, ce qui a pu faire la différence, c'est je pense que j'ai quand même un profil qui est assez pertinent. Peut-être que vu de l'extérieur, on se dit juste, ouais, Camille, elle a juste coché chaque boîte de la tech qu'elle pouvait, mais ça s'est pas fait comme ça. Il y a vraiment une logique. Ouais, on le voit. Et la façon aujourd'hui, dont je passe les entretiens, enfin, je pense que le storytelling est fluide et on Ok. comprend pourquoi j'ai fait ces choix, etc. Et je pense que du coup, mon profil, quand j'ai été recrutée pour venir travailler chez YouTube, bah, j'avais quand même déjà travaillé chez Google, donc je connaissais un peu la maison, les process, les outils internes. J'avais bossé chez TikTok, qui est quand même un des concurrents de YouTube aujourd'hui. Ouais, sur le short. J'avais bossé chez eBay en marketing, donc je savais vraiment ce qu'était faire du marketing, ce qu'était de travailler avec une agence, ce qu'était un plan média, enfin les basiques du marketing, quoi. Donc je pense que tout ça compilé, ça faisait vraiment un puzzle parfait de ce qu'ils voulaient. Enfin, Ouais. Tu dis de ce qu'ils cocher des souhaitaient. cases, mais tu l'as pas fait. Mais t'as Non. pas fait non plus des choix totalement déconnectés. Non, bien sûr que non. C'est
quand même réfléchi Oui, derrière. oui, et c'est réfléchi. pertinent, quoi. Mais c'était pas une envie de ma part de vouloir faire chaque boîte de la Ouais. tech les unes après les autres. Ça Oui. s'est fait parce que, en fait, une fois quand tu rentres dans le monde de la tech, tu gravites d'une à l'autre. Enfin, ça se fait comme ça parce que, les boîtes de la tech se ressemblent sur certains points. Ouais, il y a des opportunités que tu n'avais pas identifiées de toute manière aussi, tu peux pas tout prévoir. Exactement. Donc, c'est aussi Donc, qui a fait- ouais, je dirais que le travail à payer, en fait, ce Ouais. qui a fait la différence, c'est le travail, c'est le mindset aussi, être prête à prendre des risques. Mhm. Et après, je pensais aussi peut-être mon énergie, l'aura, parce que je pense que ce qui fonctionne aussi dans les entretiens, c'est de montrer aussi un peu qui tu es. Ouais. T'as une aura de créatrice de contenu. C'est vrai? Oui. Ouais, un peu. Ouais. J'adore. On pourra faire une Pour- capsule de ouais. ça. Ouais, mais derrière, tu dois te lancer alors. En vrai, Ah. vous pouvez venir me suivre sur les réseaux. Voilà. Parce que je sais que vous vouliez aussi aborder les hobbies personnels vite Ouais. fait, sur Ouais, ma ouais. 5 minutes. Vas-y. Mais du coup, J'ai peut-être une dernière question Vas-y. sur. Moi Et aussi, après, on j'en aurais bascule. une, mais Ouais. vas-y. ok. Deux dernières questions Et De toute après, façon, on bascule. on a commencé à 43, donc il nous reste 9 Ok. minutes. Ah oui, c'est une question qu'on a posée aussi sur Insta. Ouais. C'est quoi les profils un peu types qu'il y a chez Google? Est-ce qu'il y en a qu'on retrouve principalement, je sais pas, des gens qui ont principalement fait des top 5 écoles de commerce? Il n'y a pas de Non, il n'y a type. pas de profil type. Franchement, là, si vraiment c'est la boîte où il n'y a pas de profil type, c'est celle-ci. Moi, quand je regarde les gens qui bossent avec moi, des personnes qui vont avoir fait des écoles de commerce, à HEC, il y en a quelques-uns, mais chez YouTube, je crois que je suis la seule à Paris. Ok. Des gens qui ont fait d'autres écoles de commerce, des gens qui ont fait des écoles d'ingé, des gens qui ont fait Sciences Po, des gens qui sont allés à la fac. Donc franchement, diversité de profils, il n'y a pas de parcours classique. Ok. Non, du coup là, je te dirais que Voilà. venez comme vous êtes. À bon entendeur. Et moi, une petite question, c'est YouTube, t'as dit que du coup il y avait pas mal d'opportunités, etc. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes de choses que t'ont permis, ton Oui. post chez YouTube, quoi, des petits trucs, Ouais, un des peu petits trucs croustillants. Parce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait beaucoup de concerts dans ma vie, Ouais. mais je n'étais pas allée à Bercy jusqu'à il y a encore 3 semaines. Et en fait, je suis allée à Bercy parce que j'étais invitée par YouTube Music Ok. au concert de la Star Academy. Ouais. Et c'était génial. Stylé. Je sais pas si tu peux le dire, Oui. compter le dur, mais t'es aussi parti 2 fois aux États-Unis grâce à. Ah oui. Entre autres, hein. Entre autres. Voilà. Bercy, c'est mignon, c'est bien la star à coquet, mais t'es quand même parti aux US, quoi, 2 fois. Les priorités, mais Merci, Kevin. franchement, mes collègues qui vont regarder cette vidéo vont vraiment rire parce qu'ils pensent que je suis complètement folle avec la Starac. Ah ouais. T'es une fan absolue. J'aime bien, mais... T'aimes bien. Ok. Mais du coup, oui, je suis partie. Ça faisait partie du taf pour le coup. Donc, en septembre dernier, je suis partie une semaine à San Francisco pour l'onboarding. Donc, c'était vraiment une semaine de formation pour nous apprendre ce qu'étaient les bases du marketing chez Google. Et c'était la première fois que j'allais en Californie de ma vie. Stylé. C'était incroyable. Et après, New York en mars dernier, donc il y a quelques mois, pour un moment qui s'appelle la APMM Academy. Donc c'est un événement annuel qui regroupe tous les APMM du monde entier, sachant que du coup, dans le monde entier, en ce moment, on doit être 180. Incroyable. Ouais, c'était génial. Ok. Et du coup, 3 jours de formation, de workshops, de moments d'échange. Donc ça, c'est une opportunité de ouf de pouvoir voyager comme ça avec le travail. Et c'est de moins en moins le cas dans plein de boîtes pour de multiples raisons, mais chez Google également. Et je me sens hyper reconnaissante d'avoir ces opportunités-là. Enfin, comme je disais, Californie pour la première fois, c'était avec le taf. New York, c'était la seconde fois, mais j'ai eu l'expérience de New York, waouh, parce que super hôtel à Manhattan, etc. Ouais. Donc très fou. Et je réfléchis si j'ai eu d'autres expériences un peu rigolotes. Après, du coup, j'ai pu parler avec quelques créatrices de contenu ou des chanteurs, chanteuses, parce qu'il y avait une soirée YouTube Music il y a pas très longtemps. Donc c'est aussi mettre un peu les pieds, s'asseoir autour de la même table que des personnes dont tu vois la photo sur ton téléphone tous les jours, c'est assez marrant. Voilà. Et quand t'auras ces pairs, tu t'inviteras toi-même aux soirées C'est YouTube. Maybe. Voilà. Et c'est marrant parce que t'as dit tout à l'heure, t'as répondu non, il n'y a pas de métier de rêve. Ouais. Mais t'es un peu dans ton métier de rêve. Alors il n'y a pas de métier de rêve standardisé peut-être. Si vous regardez mon LinkedIn en plus là, vous pouvez mettre une superbe C'est capture pour ça que j'ai d'écran. posé la question, il y a écrit Got my job. Got my dream Dream job, job. manifesting works. Non mais peut-être que ce que tu voulais dire c'est qu'il y a toujours il y a toujours des inconvénients dans chaque job. Oui. Mais c'est des inconvénients que tu kiffes. Oui, même, exactement. Lesquels Est-ce que tu kiffes pas? Ouais. Là, vous me mettez dans une situation inconfortable. Non, mais c'est... Par exemple, je suis pas sûre de vouloir faire toute ma vie dans le monde corporate. Ok. Je pense qu'en fait, c'est probable, je dirais, que je fasse toute ma carrière corpo dans la tech. Ouais. Peut-être chez YouTube, peut-être
YouTube et d'autres, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais je pense que, en tout cas, je le sens comme ça. On verra. Hein, si j'avais, on verra quand je vais regarder cette vidéo de 20 ans, je me dirais, mais oui, j'avais la vision. Ou alors, j'avais pas la vision. Ouais. Je me dis, allez, j'ai 26 ans. Je me dis peut-être dans une vingtaine d'années, un peu moins. Quid de vraiment quitter mon taf corporate et d'aller ouvrir mon petit atelier de céramique, coffee shop, X friperie sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Ok. J'habite à Croix-Rousse. C'est vrai Oui. Voilà, donc si t'as besoin d'un pied-à-terre, de quelqu'un qui te fasse visiter. Ok, Donc, trop bien. ouais, c'est ça. Enfin, c'est très corpo. Peut-être trop corpo pour moi parfois. Ok. Je dirais, en vrai, je trouve que c'est bien de dire ça. Non, c'est neutre en plus. Ouais, non, mais complètement. Mais ouais, enfin, c'est pas une critique. Je suis hyper épanouie. Je suis hyper épanouie dans cette boîte, mais je suis pas la plus corpo des personnes qui soient. Et du coup, je pense que peut-être qu'au bout de 15-20 ans, j'en aurais peut-être marre et que je voudrais vraiment prendre un tournant, mais vraiment à 360. Ouais, du coup, ça te demande un effort, toi, pour l'être. C'est ça, mais je me dis, voilà, j'ai une chance de ouf d'être chez YouTube aujourd'hui, j'en profite. Tant que j'apprends, je reste. Tant que je kiffe, je reste. Et on verra. Mais pour l'instant, là, je me vois à moyen long terme chez YouTube. Ouais, trop bien. Trop bien. Trop cool. Du coup, est-ce que tu as des choses que tu as envie de nous partager, des conseils? Tu veux t'adresser à la caméra, nous parler de tes expériences, de tes hobbies. Non, mais du coup, il y avait une question dans la trame et je trouvais ça bien que vous abordez aussi le côté vie perso. Ouais, la lifestyle, enfin, ce que tu fais. Mais ça, on l'a déjà beaucoup dit, mais juste pour récapituler, moi, l'équilibre vie pro, vie perso est hyper important pour moi. Ouais. Et je pense que ça s'est ressenti dans mes réponses, que ce soit sur les horaires de travail, sur le fait de pouvoir être flexible en termes de télétravail, de faire quelque chose que j'aime, de suivre les choix du cœur, souvent, et pas que les choix de la, les choix de la tête. Raison. Ouais. Plutôt le cœur que la raison, je dirais chez moi, même si ça dépend. Parfois, il faut être pragmatique, mais suivre son cœur. Et du coup, ouais, voilà, je pense que tout ça aussi se reflète dans la personne que je suis au quotidien. Vous arrêtez pas de dire que j'ai une aura de créatrice de contenu, mais en vrai, je suis pas créatrice de contenu. Je n'ambitionne pas d'être une créatrice de contenu, mais j'aime bien partager, c'est vrai, des moments de ma vie en story sur Instagram, en vidéo sur YouTube, TikTok. Mais le chemin, il est tout tracé. Tu crées du contenu sur les céramiques, l'art que t'aimes et tout. Mais je crée pas de contenu. Quelques années après, ton compte, il explose. T'ouvres ton shop à Croix-Rousse. Et derrière, voilà, tout est fait. Que je trouve une agente ou un agent pour m'accompagner, mais je crois que ma sœur est déjà intéressée. Et ben voilà, mais tout est fait. Non, mais on verra. Mais du coup, sérieusement, si vous voulez venir me suivre, parce que je partage quand même un peu ma vie de women in tech, quoi, sur Insta, en story. Du coup, vous pouvez vous abonner à Calme Toi Cam. On mettra aussi en description. En description si vous voulez, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et je vous promets pas que le contenu soit intéressant, mais si vous êtes curieux de voir un peu mon quotidien de personne qui vit à Paris et qui bosse chez YouTube, peut-être que ça vous plaira. Ça leur plaira. Je pense que oui. Moi, ce que j'aime bien avec ton profil, c'est que t'as parlé de choix de cœur ou choix de raison. Moi, j'ai pas trop vu dans ton parcours un choix du cœur déraisonné, tu vois, parce que souvent c'est l'un ou l'autre. Justement, ce que j'aime avec ton profil, c'est que tu montres que le pragmatisme, c'est aussi de considérer les deux, en fait, dans tes choix. Et ce que font les gens, généralement, c'est soit ils vont considérer que le cœur, et donc pas penser à cet équilibre vie pro-perso ou ce lifestyle que t'aimerais avoir, y renoncer, ou alors que la raison et oublier complètement, comme on l'a dit au début, faire pendant 5 ans quelque chose que t'aimes pas pour pouvoir potentiellement faire quelque chose que t'aimes après. Moi, ce que j'aime bien avec ton profil, c'est que tu montres qu'on peut envisager en tout cas les deux ou essayer en tout cas de considérer les deux dans ses choix, quoi. Voilà. Et du coup, tu viens de me faire une réponse parfaite de questions d'entretien pour la prochaine grosse plateforme de content qui viendra me chercher dans 10-15 ans. Exactement. Et si tu devais, j'ai une super question, normalement tu l'as même pas eu sur la trame. J'espère. Si tu devais donner un conseil... Si je l'ai vu, mais en plus je sais pas. À des étudiants qui rêvent d'une carrière dans la tech, ça serait quoi? Eh ben, je dirais suivre son cœur, mais écouter aussi la raison. Non, mais juste... En vrai, arrêtez de regarder que ces offres de finance et de conseils parce qu'on est tellement mieux dans la tech en fait. Le travail, le cadre, etc. Le taux horaire est mieux aussi. Ouais. Vous pourrez travailler beaucoup si vous le voulez, mais vous pourrez aussi passer beaucoup de temps libre à faire autre chose. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Donc, enlevez vos œillères de finance et de conseils. Si vous êtes en école de commerce actuellement, ça peut être une voie qui vous convient. Il y en a qui ça convient très bien et c'est génial parce qu'il faut des personnes pour faire ces jobs-là. Mais honnêtement,
réveillez-vous quoi. Non, parce que la tech c'est trop bien, il faut avoir la vision, je pense, mais et à la fois j'ai pas envie que trop de gens. Ça va être encore plus concurrentiel. Après là, les demandes sur LinkedIn, je vais plus m'en sortir. Ouais. Et il y a Fuck la aussi. finance, yes, allez, let's go. Voilà, tu l'as lancé. Non, il y a aussi le truc de pas se mettre de barrière. YouTube, Google, mais ça, c'est un qui conseil vous que je donne voulez, souvent. ça existe et il faut y aller. Quand il y a des personnes, des amis ou des connaissances qui me disent ah j'ai vu cette offre, j'hésite à postuler, est-ce que je pense que j'ai peut-être pas trop le profil, mais je réponds toujours mais pourquoi tu ne postulerais pas, pourquoi tu te mettrais des barrières alors qu'en fait on va t'en mettre des barrières, on va t'en mettre beaucoup, mais pourquoi tu te mets la première barrière, ça ne sert à rien. Au pire ils te veulent pas, bon bah t'auras perdu Exactement. 3 c'est minutes par à la fenêtre, postuler, faites on s'en comme fout. Camille. Exactement. Voilà. Ouais. Donc déjà en fait si toi tu regardes cette vidéo et que t'hésites là à postuler à n'importe quelle boîte, fais-le. Ouais. Parce que t'inquiète pas que les barrières on t'en mettra derrière, donc ne te les mets surtout pas à toi. Quelle conclusion parfaite. Quelle conclusion. Seigneur. Alors, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à poser vos questions à Camille, à la suivre sur ses réseaux. Voilà, t'as un petit truc à rajouter pour finir? Non, juste n'hésitez pas aussi à lancer sa carrière d'influenceuse. Ah, c'est trop mignon. Et bah voilà, merci Camille, c'était un Avec plaisir. grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli, c'était trop cool. C'était ma première interview en tant que personne qui travaille chez YouTube. Et donc peut-être c'est pas la un moment dernière. dont je me souviendrai pour toujours. Yes, Nous aussi. Let's go. Voilà, c'est ça, Trade. Allez, ciao. Ciao. Voilà. Ah, j'ai trop aimé.